Aujourd'hui, on apprend à créer des entreprises indestructibles. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on reçoit Georges Sade. Georges, je voulais absolument l'avoir sur le podcast depuis que j'ai visionné sa conférence sur YouTube qui s'appelle « Créons des entreprises indestructibles ». Cette conversation est une mine d'or. On va comprendre pourquoi il limite la taille de sa boîte à 20 personnes et comment il fait pour faire de l'expansion quand même, comment on peut manager en passant un minimum de temps si on a développé les bonnes valeurs, comment développer son entreprise de manière pérenne sur d'autres valeurs que le cash tout en étant hyper rentable, comment devenir antifragile en développant des actifs diversifiés, et on verra ce qu'est la notion de valeur holistique d'une entreprise. Bref, attends-toi à un moment hyper sympa et très enrichissant. Et les meilleures pépites sont à la fin. Si tu as des questions, que tu sois entrepreneur ou salarié, inscris-toi à ma liste privée en allant sur outildumanager.com. Je réponds à tous les mails qui proviennent de mes contacts privés. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Georges. Salut Cédric. Tu vas bien ? Ouais, ça va très bien, toi? Bah super, parfait. Alors, juste pour décrire ce que je vois, donc je vois Georges sur mon écran, et ce qui est marrant, c'est que il y a un panneau derrière Georges, c'est écrit No Bullshit en gros, et qui est incliné, je sais pas d'où il sort ce panneau, mais bah c'est bien quoi, ça On va aura, pouvoir. on aura l'occasion d'en parler durant notre discussion de toute façon. C'est ce que j'allais dire. Et donc, ce que je te propose, c'est que ce soit le ton de notre conversation qui est pas de bullshit. Cool, cool. C'est toujours intéressant. Et ben pour démarrer, voilà, je pose toujours la même question pour se mettre en route. En fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est et les auditeurs aussi, c'est qui tu es, d'où tu viens, c'est-à-dire ton histoire, et puis vers quoi tu vas. D'accord, ok. C'est des grosses questions avec des dimensions philosophiques. De toute façon, tu m'avais prévenu que c'était un format long, donc Ouais, tu peux y on aller. y va pour la version longue. Ouais. Écoute, ouais, ben, Georges Saad, je suis d'origine libanaise, canadien, québécois, qui vit actuellement en Suisse. Euh, pour définir un peu le tout, j'aurais envie de te raconter un peu le parcours par lequel je suis passé. Et puis, travers ce parcours-là, on aura probablement un paquet d'éléments qu'on pourra approfondir et discuter. Puis ça, je pense que ça définit un peu la couleur de ce que je fais, de ce que j'essaye de faire, de ce que je pense encore pouvoir faire et ce qu'on a fait dans le passé. Euh, donc, écoute, moi, j'ai vraiment le parcours le plus typique possible de faire des études, graduer, faire Polytechnique, graduer en tant qu'ingénieur, se trouver un boulot dans une grande firme à 3 lettres mondiale. Ma mère était hyper contente, hyper fière. Elle disait à toutes ses copines que ben, son fils travaillait chez cette boîte et que c'était un ingénieur et tout. Et vraiment Ouais. un parcours assez classique. Et donc, y a vraiment rien de particulier là-dedans. Il n'y a pas d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. La boîte dans laquelle je me suis retrouvé justement dans mon premier emploi, donc c'était une boîte qui a été achetée par IBM. Donc, je me suis Ok. retrouvé employé d'IBM et j'ai vécu un peu cette transition de, on va dire, boîte indépendante, petite boîte d'une centaine d'employés à ben, faire partie d'un méga groupe et tout. Et donc, en fait, Ok. premier emploi hyper intéressant dans le secteur de la santé, à vivre un peu cette transformation d'organisation et aussi dans une industrie qui est hyper valorisante en tant qu'ingénieur, travailler dans le secteur de la santé. J'avais vraiment le sens de l'accomplissement incroyable au niveau professionnel et Mm. de faire du bien pour la société. Mm. Avec le transfert vers la grande boîte, je me retrouvais moins dans mes chaussures, en fait. Je me retrouvais moins dans le confort de ce que je faisais. J'étais moins sollicité. Je me faisais. En fait, tout le monde se faisait un peu plus encadrer dans leur rôle. Donc, alors qu'avant, je parlais par exemple au fondateur de la boîte qui m'ouvrait les portes un peu quand j'en avais envie, ouvrait les opportunités. Je me retrouvais plutôt remis à ma place un peu dans certains contextes. Et je commençais à voir que c'était pas un contexte qui m'allait bien. Et donc, un peu avoir la bougeotte pendant l'année qui a suivi où j'ai quitté. Donc, le fondateur, il est parti après la transaction. Et puis, quelques mois plus tard, moi, je suis parti aussi. Et après ça, a suivi une année assez on va dire dure, difficile pour aller avec un terme simple. C'est que Ouais. j'ai fait 6 différents emplois qui n'ont pas Ah duré ouais. très longtemps, comme tu peux imaginer, mais sur un écart à peu près même pas 12 mois, en fait, même pas une année, où j'étais vraiment pas dans mon élément, je me retrouvais pas là-dedans.
Il y a même un emploi, le dernier emploi que j'ai fait, je me rappelle parce que la personne de ressources humaines m'avait dit que ça ne pourra probablement pas marcher, mais qu'elle trouvait que mon profil de compétences techniques était hyper intéressant. Donc elle m'a dit, écoute, on s'essaye. J'ai fait 3 semaines complets d'emploi, incluant une semaine de congé de Noël et de jour de l'an. Donc, D'accord. et donc, bref, je me cherchais et finalement, je croise du monde, des gens que je connaissais, qui avaient parti d'une boîte, qui avaient besoin d'un coup de main, j'embarque avec eux. Et par la première aventure, je dirais, entrepreneuriale, où j'étais pas le fondateur de la boîte, mais je me suis retrouvé avec des rôles assez critiques et à Mhm. avoir des parts éventuellement d'une boîte qu'on a vécu une croissance assez rapide, je dirais, avec des investisseurs externes, entre autres, dans cette boîte-là. Donc, boîte de service qui est montée à une centaine d'employés, un peu moins qu'une centaine d'employés dans un délai de 1 an, 2 ans. Donc, Ouais. un peu le success story entrepreneurial de dire, ah, on a monté une boîte, elle est montée vite, on avait des clients, on avait des bons clients. Le problème, c'est que le day-to-day que je vivais me faisait chier de plus en plus. Ouais, je Ouais. ne sais pas si on peut dire des mauvais mots sur le podcast, on va se laisser aller. Bah, Ça va être la dimension québécoise de la chose. voilà, voilà. En québécois, c'est pas un gros mot, en fait. C'est ça. Voilà. Et Voilà, voilà. donc, en fait c'était vraiment de moins en moins cool. Mon quotidien de ce que je faisais me plaisait de moins en moins. La raison pour laquelle on avait commencé ce projet-là, la raison pour laquelle j'avais embarqué dans ce projet-là, la raison pour laquelle j'étais excité dans ce projet-là, disparaissait un peu à tous les jours. Ce que je faisais, c'était beaucoup plus de RH, on gérait moins les clients, on gérait des crises. La culture d'entreprise, ben, on savait même pas c'était quoi vraiment, et donc c'était un peu du n'importe quoi. Ouais. Et donc, par contre, on avait des méga noms de l'externe. Il y avait une perspective assez intéressante. C'est qu'il y avait une perspective de succès à ce qu'on faisait parce qu'on avait des méga clients et tout. Et puis, au niveau financièrement, s'il faut en parler, ben, c'était pas incroyable. Ouais. Plus on va dire, on grossissait, puis c'est vraiment le terme choisi de grossir et non pas de croître, mais vraiment plus on grossissait, moins on était efficace, moins on faisait de cash, plus on ramait et moins c'était le fun ce qu'on faisait. Donc, Ouais. vendu la boîte, elle a été vendue. Donc, 2 ans et demi plus tard, vécu toute cette croissance-là. Euh, Là, j'étais vraiment dans un stade où je voulais être le plus loin possible d'une équipe et être le plus autonome possible. Donc, Hmm. je pars, entre autres, En fait, t'as été un petit peu écœuré. Enfin, voilà, le management, c'était pas ton truc, quoi. ouais, vraiment. En fait, j'ai été dégoûté plus aussi par un peu la dynamique. Tu sais, on se fait toujours dire, ben, en tant qu'entrepreneur, dans une boîte, c'est la croissance. Et puis qu'en fait, ça soit aussi décevant comme Ouais. résultat au niveau lifestyle, au niveau de Ouais. l'individu. Hein. Peut-être qu'au niveau de l'organisation, c'est différent, mais au niveau de l'individu, c'était très, très, très décevant, en fait. On est d'accord. Donc, il y avait un peu ce clash entre les deux. Hmm. Donc, en fait, j'ai réagi vraiment en opposition totale. En sortant de là, en fait, ben, la perspective externe était bonne. Donc, il y avait des gens qui me contactaient, qui disaient, ah, c'était cool ce que tu as fait dans cette boîte-là, chez BX. En fait, il y avait une perspective de succès de l'extérieur. Donc, ils disaient, ben, viens nous aider. Donc, je suis devenu consultant, en fait, vraiment en management. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai contribué, j'ai été dans le premier conseil d'administration pour le lancement du mouvement Agile au Québec. Donc, on a lancé la première communauté Agile, etc. Donc, il y avait un peu toute une vibe autour de ça. C'est ce qu'on avait fait chez BX. On avait mis en place tout le process Agile au niveau Hmm. interne des équipes et tout, qui, à ce niveau-là, ça marchait très, très bien. Hmm. Donc, il y avait cette perspective-là. Donc, je commençais à me faire appeler, à avoir des opportunités de mandat, ce que j'ai fait pendant un bon moment. J'étais solo, je travaillais que avec des indépendants. On avait des formations d'Agile que je vendais. Donc, franchement, c'était un modèle assez intéressant et pour tout dire, assez payant en fait. C'était vraiment une partie de ma vie où c'était très lucratif. Par contre, c'était très, je dirais, mettons, là, en termes de valorisation personnelle, c'était très emmerdant. Ouais. Donc, T'étais un producteur, en fait, pur. ouais, et puis, écoute, il y a un truc que je dirais maintenant, mais que j'aurais pas dit à l'époque. En fait, ce qui me chicotait beaucoup, c'était que j'offrais un service que moi-même, j'aurais jamais consommé. Puis ça me travaillait beaucoup, en fait. Je me Ouais, disais, ouais. je débarquais dans des équipes et je disais, ouais, ok, bon, ben, on va travailler là-dessus. Et le problème, il est au niveau, mettons, des directeurs actuels ou au niveau de la structure du projet ou le fait qu'il y a des évaluations qui ne sont pas faites par les équipes et tout. Et puis pour moi, c'était évident. Et puis les rapports et les discussions que j'avais avec les directeurs qui étaient mes clients, ben, étaient toujours tournés vers la protection de leur poste un peu plus, ou de dire, Ouais. ah ben, ça, on va pas dire, on va pas présenter. Mais je te dis, mais tu sais, c'est pas pick and choose. Tu peux pas juste dire, ah ben, ça, je le prends, ça, je le prends pas. Ouais, ouais, je C'est dans la comprends. globalité. Et donc, ouais, T'étais un peu comme moi j'ai une expression, je dis si tu peux pas consommer ta propre cam, bah faut pas la vendre, quoi. Tu vois, exactement, ouais, ouais. Et puis, ouais, et puis moi, j'ai jamais fait affaire avec des consultants, parce que j'ai appris toute, mettons, la philosophie agile, l'approche agile à l'époque. Donc là, on parle de ça en 2006-2007, hein, donc on est vraiment assez early.
Alors, à cette époque-là, ben, j'ai tout appris à moi tout seul. En fait, euh, une histoire un petit peu comique. Il y avait la tendance aussi à ce moment-là de faire toutes les formations, les certifications. Puis là, je me disais, mais moi, je ne vais pas me faire certifier, c'est n'importe quoi. Genre, je trouvais que le concept, il est un peu. Et donc, en fait, ce que j'allais faire, c'est qu'avec un ex-collègue, ami à l'époque, on a fait venir Ron Jeffries, donc le fondateur des méthodes XP. On s'est dit, on va le Ok. faire venir. Et on vend une formation et comme ça, notre formation, elle est gratuite et on la paye pas et on la fait. Et on s'est dit, tant qu'à se faire former, on va se faire former par le summum. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait venir Monsieur Jeffries en formation. On a fait 3 jours. C'était incroyable. On a été le chercher nous-mêmes à l'aéroport, déposé à l'hôtel. C'était vraiment hyper intéressant. Super terre à terre, le gars hyper accessible et tout. Et donc, Mhm. en fait, c'est un peu cette dimension un peu plus hackers que j'en reparlerai un peu plus tard, mais que je voyais un peu qui ressortait souvent. Et donc, avec Focus Intelligence, c'était une super belle boîte. Je bossais vraiment pas beaucoup. J'avais les formations qui se vendaient. Je vendais un peu des heures de consulting. Des fois, j'envoyais des consultants quand c'était des mandats un peu plus simples, bien structurés et tout. Et donc, au final, j'ai fait ça pendant une bonne année, année et demie. Mais là, tu avais du personnel, tu avais des gens qui travaillaient pour toi? Aucun employé. En fait, je voulais plus rien savoir des employés. C'était vraiment, j'avais beaucoup d'indépendants que Tu je avais des contrats mandatais. commerciaux, Ouais, ouais. exactement, exactement. Mhm. Principalement pour le volet formation. Il y avait beaucoup de demandes de formation. Il y avait Ouais, l'émergence un peu des demandes au niveau agile. Et ouais. donc, en fait, moi, j'avais monté un peu le kit de formation. Et puis souvent, ces formations-là, c'était un peu mon outil de vente, entre guillemets, parce que ben, quand les gens consommaient la formation, souvent, ils disaient, ben, viens nous faire de l'accompagnement. Et c'est à ce moment-là que je jumpais. Ouais. Donc, on a fait Focus Intelligence, hyper intéressant. Et donc, par contre, j'avais un peu, il manquait quelque chose. Donc, en fait, en parallèle avec un pote, on s'est parti on va dire une vraie start-up, un truc un peu très San Francisco, très, très à l'époque, c'était un réseau social de jackass. Donc, en fait, les gens mettaient des défis complètement débiles, mais littéralement débiles. Et les gens réagissaient, répondaient à ces défis-là en mettant une vidéo de eux qui réalisaient le défi. On avait des ententes pour des prix qu'on allait chercher dans des boutiques. Bref, c'était assez amateur. Et puis, on s'est éclaté, mais vraiment, avec mon pote à ce moment-là, avec Jeff, on s'est vraiment éclaté, on s'est amusé, on a développé la plateforme de A à Z, on a mis nos trucs, on a fait les choses comme on voulait, on a commercialisé le truc, on ne savait pas comment faire, c'était au début de Facebook, on s'est fait des faux comptes Facebook qui friendaient tout le monde, bref, c'était vraiment, vraiment à l'arrache, Ouais. hyper cool. Et là, en fait, ce projet-là, il perdait de l'argent à tous les mois. Et parce que ben, on payait des devs, on payait des designers, on travaillait là-dessus, mais on faisait pas un rond. Et de l'autre côté, j'avais Focus qui faisait du cash. Donc en fait, je prenais le cash de ce côté-là, je le mettais là. Et puis je me suis rendu à une évidence où en fait, la compagnie qui faisait du cash, dont j'en étais moins fier, c'est celle qui, entre guillemets, me faisait chier. Et puis Ouais. celle qui m'éclatait et qui m'amusait, c'était la boîte qui perdait de l'argent et qui ressemblait beaucoup plus à mon lifestyle, à un horaire qui n'était pas vraiment là, où la clientèle, c'est pas du corpo, c'était pas la même réalité que j'avais au niveau Focus, alors que dans Focus, je parlais que à des directeurs, des managers. Et de l'autre côté, ben, on parlait vraiment souvent à des petits jeunes un peu casse-cou qui faisaient des conneries. On a vu le record des nombres de œufs cassés sur la tête en bas d'une minute pendant une bonne année. Donc bref, c'était tout con, mais c'était amusant, c'était vraiment amusant. Et puis je m'étais dit, comment est-ce qu'on peut concilier un peu ces deux mondes-là? Je ne l'ai pas dit aussi, en parallèle à tout ça, en fait, j'ai fait aussi un master MBA, parce qu'à un moment donné, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, où je sentais qu'il me manquait un peu un background théorique sur les choses. Et donc, j'ai fait un master qui m'a pris à peu près 6 ans. 6 ou 7 ans que j'ai fait à temps très, très, très partiel, que j'ai gradué. Donc, encore dans mon parcours un peu très, très traditionnel, ma mère était très, très fière de moi. Et donc En fait, voilà. tu étais bon sur tous les plans, mais les différents plans communiquaient pas forcément bien entre eux, en fait. Ouais, je dirais que j'avais un aspect. C'est, comment je dirais ça? Je dirais qu'il y a un aspect un peu bipolaire dans la chose. En fait, il Ouais, y c'est avait ça, ouais, ouais. une bipolarité envers le fait que le lifestyle un peu sérieux, plus funny, plus sportif, plus casse-cou, versus la dimension très corporate de notre métier, très formelle, très sérieuse et tout. Raisonnable. Et puis la même chose par rapport aux études, tu sais, je veux dire, de rentrer comme conseiller en management à 26-27 ans, bah, tu as des papiers qu'il faut que tu aies. En tout cas, au Ouais, Québec, c'est beaucoup moins vrai. En France, c'est encore plus vrai. Mais même au complètement. Québec, c'est quand même quelque chose qui pesait dans la balance. Dire, ah non, mais j'ai un MBA, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai un bac en tant qu'ingénieur et tout. Ça comptait pour quelque chose. Donc en fait, bref, ouais, il y avait un peu cette bipolarité, cette dichotomie qui existait entre les deux. Euh, mais bon, et puis là, cette réalisation-là, en fait, de dire, ben, il y a le truc qui m'amuse, mais qui perd de l'argent, il y a le truc qui m'emmerde,
mais qui fait de l'argent. Je me rappelle à l'époque avec ma copine, on venait d'acheter une maison. Puis là, je me dis, ouais, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Bref, il y avait un niveau de vie aussi qui augmentait parce que ben là, évidemment, on fait plus de pognon, ben on en dépense un peu plus, on augmente un peu notre niveau de vie. Donc, c'est un peu un genre de, de- de- d'échelle un peu dangereuse. Bref, on s'en reparlera dans la dimension de l'antifragilité un peu plus tard. Ouais, ouais. Bref, il y a ce danger-là, en fait, où on augmente un peu par rapport à nos revenus. Et je disais à l'époque, il faut que je trouve une solution pour combiner ces deux-là ou faire quelque chose, en tout cas, qui regroupe ces deux dimensions-là. Je ne savais pas trop comment. Je rencontre un ex-employé qui est aujourd'hui encore mon associé dans tous les projets, durant une soirée bien arrosée. Et on discute, puis on dit, ah, c'était tellement cool chez BX quand on était très peu nombreux, on était une vingtaine d'employés, on faisait ci, c'était malade, donc on était un peu nostalgique de cette époque-là. Et puis Mhm. Vincent, il me dit, ben, allez, on fait. Moi, j'ai un projet, Spectrum, on fait un truc comme ça, t'embarques, on fait un truc de malade. J'ai dit, ok, bon, cool, oui, on fait. Et puis, bon, ça a mijoté un petit moment. Puis après ça, on a discuté de qu'est-ce que ça serait cette nouvelle boîte-là, c'est quoi les particularités. Et puis là, évidemment, j'avais beaucoup plus d'expérience et de confiance en moi que quand on est parti la première boîte. Donc là, j'avais des idées beaucoup plus assises sur ce que je voulais que ça soit. Vincent partageait à fond toutes les idées. On collait vraiment dans la vision par rapport à ça. Et dans le fond, la vision, c'était très basé sur un mix de ce qu'on lisait dans les livres, ce qu'on voyait, ce que nous on était. C'est vraiment un melting pot de plein de choses. Et on s'est dit, ben, allez, on lance une boîte hyper boutique, hyper haut de gamme, donc avec des marges financières qui vont être intéressantes et qu'on ne dépasse jamais les 20 employés. On crée vraiment une boutique, mais vraiment où on va travailler que en mode agile, on va travailler que en mode à l'heure et on va aller chercher des clients qui veulent travailler avec nous. Si tu veux, stratégiquement, en fait, on s'est positionné dans un marché un peu abandonné. Donc, il y avait les très gros joueurs de développement applicatif et web qui existaient. Donc, il y avait, mettons, des banques comme clients, des compagnies d'assurance et tout. Et tu avais les indépendants qui avaient des petits. Mais entre les deux, il n'y avait pas beaucoup de monde sérieux, alors qu'il y avait beaucoup de boîtes. Typiquement, nous, on disait, ben, les meilleurs clients qu'on avait, c'est ceux qui sont entre 50 et 250 employés. Donc, Ok. c'est vraiment des boîtes, je dirais plus vers le 250, mais des boîtes de mid-market. On s'est dit, eux sont trop petits pour les gros joueurs et sont trop gros pour les petits joueurs. Et en fait, on va se positionner là-dessus. On se C'est- positionne c'est- en mode agile. C'était, alors je sais pas si à l'époque le bouquin était sorti, mais c'est un peu le concept de l'océan bleu. Exactement, ouais, 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 c'est ça. ouais. Ouais. Mais honnêtement, je te dis ça, Cédric, c'est vraiment avec du recul, dans le sens qu'à l'époque, Ouais, bien sûr. Mais il n'y avait souvent, pas c'est comme autant de réflexion. En fait, en fait, ça nous rassure toujours de pouvoir rattacher ce qu'on a fait un peu au pif à à des à des théories. des grands courants de pensée. Ouais. Exactement. Et puis, écoute, honnêtement, ce qui nous a drivé vraiment, je dirais, l'étincelle et la trame de fond qui nous a vraiment motivé dans Spectrum, c'était d'être la première boîte 100% agile en termes de service. C'était vraiment cette dimension-là qui nous drivait. Encore dans nos documents aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met de l'avant. Et puis, le fait de travailler que à l'heure, en fait. C'était vraiment ça je dirais, en termes d'innovation à l'époque. Travailler que à l'heure, concrètement, ça veut dire tu n'as pas de contrat long terme avec ton client et tu fais de la presta et lui, il paye chaque heure que tu as travaillé pour lui. Exact. En fait, c'est heure travaillée, heure facturée. Donc, Ok. et puis, souvent, ce qu'on fait, c'est que le projet, par exemple, on va l'évaluer. On va dire, OK, c'est 4000 heures de travail. Hmm. Effectivement, nous, dans notre cas, nous, on ne signe pas de contrat non plus. Ce qu'on dit au client, c'est qu'on livre par itération et on facture par itération. Et puis, ben, si tu n'es pas content, tu peux t'en aller, il n'y a pas de souci. Sinon, on À est tout content, on moment, est. il peut sortir. Ouais. Exact. Donc, l'idée, c'est de toujours d'avoir un incitatif et une volonté de vouloir travailler ensemble. Ça, c'est un peu l'idée en arrière, c'est de dire, ben, on va bâtir une boîte où les gens ont envie de travailler ensemble, où le prestataire et le client ont envie de travailler ensemble, plutôt que de dire que, ah, tu as un contrat, tu es obligé. Et puis, l'autre dimension, parce que je sais en France aussi, il y a ces deux modèles-là qui existent. Alors, nous, on était en prestation de service, mais les employés travaillaient de nos bureaux à nous, donc on n'était pas chez le client. Ok. L'idée en arrière, c'était vraiment de bâtir une culture d'entreprise. Donc, la vision, c'était ça. Donc, développement web, développement application mobile qui est venu par la suite, un peu de site web juste parce que ça venait connecter ça. Donc, on lance la boîte. Et puis, cette boîte-là, l'idée, c'était aussi d'attirer des talents qu'on n'avait clairement pas les moyens de payer à ce moment-là. Euh, Ok. donc, on commence à parler de cette idée-là avec Vincent. Tout fait du sens. On se dit, voilà, on va faire ça, on va faire ci. Et puis, on décide de faire une boîte qui arrête à 20 employés. Et puis, comment tu fais une croissance? Et là, je ne parle pas de grossir, mais vraiment une croissance dans une boîte qui arrête à 20 employés. C'est de la diversification. Donc, on s'est dit, ben, on va recruter des entrepreneurs ratés. On va recruter des développeurs qui sont essayés en tant qu'entrepreneurs de développer un produit et qui n'a pas marché.
Et puis avec nous, on va essayer de faire un nouveau produit. Donc, on va attirer des développeurs qui sont vraiment autonomes, indépendants, owners, responsables et qui fit dans cette culture d'agile. Et l'attractivité qui va se faire avec Spectrum, ça ne sera pas au niveau financier, parce que ben, on est une petite boîte qui commence, ça sera plus le fait qu'on te permet d'exaucer un peu ton rêve d'entrepreneur, de partir une boîte. Donc, c'est là qu'on dit souvent, ben, chez Spectrum, on encourage nos employés à quitter leur emploi pour démarrer des boîtes avec nous. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et donc, l'idée, c'était de sortir un nouveau produit développé avec un des employés ou des employés chez nous Ok, par année et de le développer financé par Spectrum. ok, Donc, c'est ça ta croissance en fait. exactement. Et en fait, de Si- créer plusieurs produits. Ouais. tu permets que je résume juste le concept. Ouais, Donc, tu as une entreprise, 20 employés max. Les gens que tu recrutes dans cette entreprise, c'est des gens qui ont un esprit entrepreneurial, mais ça s'est pas forcément bien passé pour eux. mhm. Ils passent dans ta boîte. C'est un genre d'incubateur, mais de personne, de quelqu'un, pas un incubateur Exactement. Ouais. d'entreprise. Et à un moment, il n'y a aucun souci pour qu'ils quittent ta boîte parce que, en fait, quand ils quittent ta boîte, c'est qu'ils ont un projet entrepreneurial auquel tu seras peut-être mêlé au niveau. Alors après, je ne sais pas comment tu fais, mais finalement, tu les lances. Et du coup, tu libères une place chez toi, tu peux faire revenir quelqu'un et finalement, ton spectrum, en fait, Ouais. c'est 20 personnes, mais avec quand même du turnover, mais du turnover qui est plus fait Le plus euh, interne possible, exact. Ouais, ouais. et de manière positive. Ouais. Et puis en fait, pour te donner un portrait, en fait, tu vois, aujourd'hui, on a 8 ou 9 boîtes actives comme ça, externes, plus Spectrum qui Ah, reste encore à 20 employés. Et puis on a aussi acheté un immeuble dans lequel on héberge tous ces immeubles. Mais je vais y arriver dans l'histoire. Mais tu vois, mais l'idée, c'est effectivement ça, c'est de contribuer à la croissance humaine de chacun de nos employés, de nos membres d'équipe, vers leur volonté de devenir entrepreneur. Et ils ont des parts significatives. Donc, c'est pas, on leur donne pas 1 ou 2%, on leur donne des parts significatives dans ces nouvelles boîtes. Et puis, on a tout un modèle on pourra, si on a le temps un peu plus tard dans la discussion, que je pourrais élaborer un peu plus comment on le fait. Euh, alors juste une question, juste, puis après, je te ouais, laisse dérouler. Euh, cette idée, parce que tu vois, moi, ça, tu vois, pourtant, on a discuté, j'ai regardé tes ouais. vidéos, j'ai pas tilté sur ce truc-là. Et, euh, et ce truc-là, tu le savais dès le début. Dans la vision que tu avais avec Vincent, vous saviez déjà que vous alliez générer, entre guillemets, des entrepreneurs et que ce serait ça votre croissance. Ouais. Alors ça, c'est depuis le jour 1, c'était la C'est vision de marrant. dire on finance des produits. Je parle beaucoup de produits de services. Je vais me permettre juste de un peu plus définir quand je parle de ces deux termes-là, parce que je sais que ça n'a pas toujours la même notion. Au niveau d'une entreprise de service, quand on parle d'une entreprise de service, mettons comme Spectrum, c'est l'équivalent des modèles d'affaires de consultants, d'avocats, de comptables. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on facture ce qu'on a entre les deux oreilles, on facture du temps. Donc en réalité, si on regarde ça de manière hyper macro, hyper banale, dans une entreprise de service, tu as un inventaire de 2000 heures annuelles, donc un employé qui travaille à peu près une quarantaine d'heures par semaine, à l'année avec un mois de vacances à travers tout ça, ça fait à peu près un environ de 2000 heures. Donc en fait, on a un inventaire de 2000 heures à facturer. Ça, c'est notre capacité maximale. Et puis ce qu'on essaye de faire, c'est que si je veux doubler mes revenus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, faut que je trouve un autre 2000 heures, donc j'embauche une deuxième personne. Donc en fait, doubler le chiffre d'affaires, le revenu, ben, c'est doubler l'employé. Et puis en fait, si on le regarde sur un graphique, donc si on s'imagine un graphique d'argent et de temps, on va dire en fait que c'est assez linéaire, tu sais, les coûts vont être assez linéaires, ils partent de zéro et montent de manière, on va dire, à 45 degrés ou peu importe. Et puis en fait, les Mhm, revenus, c'est une ligne un peu parallèle à ça. Et donc en fait, ta marge, c'est la différence entre les deux. Ça, c'est mhm, dans un monde idéal, dans un vrai monde d'entreprise de service. Il y a des coûts de gestion parce que quand je dépasse 20, ben, j'ai un gestionnaire que je ne facture plus. Donc en mhm, fait, les barres sont pas vraiment parallèles, ils vont plutôt tendre à se toucher plus mhm, loin. En fait, ce que je veux dire par ça, c'est qu'à 1000 employés, je fais dans l'absolu plus d'argent, mais en termes de ratio, j'en fais mhm, nécessairement moins. mhm. Ce qui m'amène à dire qu'en fait, en termes d'efficacité, c'est beaucoup moins efficace. Puis je reviendrai sur cette notion-là de En gaspillage, fait, en fait. tu génères de la complexité, donc de la friction, Ouais. et tu as des traversées du désert, tu as des effets de seuil, en fait, en plus. Exact, exact. Et Ouais, puis, ouais. mais c'est surtout aussi, c'est que tu as, comment je t'as un coût de structure qui grandit avec ça. Et en fait, donc tu as un coût inhérent au fait que tu es plusieurs, parce qu'à un moment donné, il faut que tu coordonnes, il faut que tu gères. D'où le concept de vin on va sûrement s'en reparler assez longtemps. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de manager, en fait. Il n'y a pas de manager dédié, je dirais. Puis je vais revenir sur cette nuance-là, parce qu'il y a de la coordination, il y a de la gestion, mais c'est Mhm, fait de manière assez dispersée. Donc, il n'y a personne qui fait
ça comme métier. Tout le monde a de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur chez Spectrum. Quand on travaille avec un client, le client parle au développeur, il parle au designer directement. Et donc, la couche de coordination, elle est hyper mince, en fait. Elle se fait vraiment, vraiment très mal. Alors que si, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, mais si tu veux dépasser 20, tu fais comment? Moi, je dis, bah, j'irai direct à 40 probablement en faisant 2 équipes autonomes, en fait. C'est ça. Tu vas créer des cellules, en fait. Exact. Mais là, après, tu as un coup de structure de coordination de cellules, tu vois. Donc, Mm. bref, on tourne. Mais tu anticipes une de mes questions. Parce que une fois que tu as créé mais peut-être c'est pas le moment d'y répondre, mais une fois que tu as généré tes produits, etc., est-ce que tu coordonnes quand même ces choses-là? Alors, Mais ça, écoute, je vais continuer dans ma définition, mais je vais te revenir à ta question. C'est qu'en ouais, fait, au niveau service, la croissance se fait à travers de l'embauche. Ma structure de coûts, qui est les salaires, c'est les coûts les plus élevés, et eux sont linéaires et proportionnels à mes revenus. Dans un modèle de produit, quand je parle de modèle de produit, c'est pas nécessairement un produit physique, hein. Ça peut être un produit digital, ça peut être du e-commerce, peu importe. L'idée en arrière, c'est quand tu as un produit, quand tu vends un produit, qu'il soit digital ou physique, pour faire 2 fois plus de revenus, j'ai besoin de 2 fois plus de ventes, mais ça ne veut pas dire que j'ai 2 fois plus de coûts, j'ai 2 fois plus de salaire. Et donc, en fait, si je reprends le même graphique du temps versus l'argent, eh bien, en fait, la ligne des coûts, elle va pas partir de zéro, elle va partir de moins quelque chose, en fait. On ne sait pas c'est quoi, c'est l'investissement initial. Ça va monter, puis à un moment donné, on va dire, c'est logarithmique en quelque sorte. À un moment donné, ça s'aplatit parce que si je veux produire 1000 tasses supplémentaires, ben, le coût supplémentaire il est assez marginal par rapport mon coût de base. Donc, ça tout va à venir fait. s'aplatir, alors que mes revenus, eux, sont vraiment linéaires, comme j'ai dit, au niveau service. Donc, en fait, si on imagine ces courbes-là, c'est qu'à un moment donné, la marge, elle est tellement énorme parce que plus j'en produis, plus ma marge, elle est significative. Et donc, c'est un modèle assez différent. Donc, la règle des ventes, question d'avoir plein de questions, plein de gens outrés de la règle du vin. Dans mon monde à moi, dans ma théorie à moi, elle s'applique beaucoup dans des entreprises de services. Dans des entreprises de produits, c'est différent. Parce qu'on a des enjeux différents, on a des équipes différentes, c'est beaucoup plus distinct. Mais dans des entreprises de services, 20, c'est le sweet spot. Et pourquoi pas 20, pas 15 Pourquoi 20, pas 15 ou pas 1? En fait, c'est très simple. Le ratio le plus efficace, donc si je regarde juste le ratio, c'est quand tu es une personne. Parce que ben, tu n'as pas de coordination, tu fais tout. Par contre, à une personne, ben, tu as une limite de ce que tu peux générer comme argent, de ce que tu peux mettre comme temps, ce que tu peux générer. Donc, c'est une limite qu'à 20, tu as moins. Et à 20, je trouve que c'est la belle balance entre peu, voire pas de management, pas de couche de gestion, pas de structure de coûts, versus générer de l'argent significatif pour faire des grosses conneries, en fait. Donc, par exemple, c'est comme ça qu'on a réussi, par exemple, à acheter un immeuble au centre-ville de Québec. C'est Ouais, en générant du cash flow et des profits assez significatifs pour dire on va acheter de l'immobilier et on va mm, aménager ça pour que nos différentes startups viennent s'installer dedans. mm. Donc, en fait, donc Spectrum est commencé comme ça. On a fait un produit la première année. C'était pas incroyable. On en a fait un deuxième, un peu meilleur. On s'est amélioré un peu avec le temps. À chaque moment, il y avait un employé associé dans ces boîtes-là. Et donc, au fur et à mesure que Spectrum avançait, on a rapidement atteint notre 20. En fait, au bout de 3 ans, 2 ou 3 ans, 3 ans, je pense, on était déjà une vingtaine d'employés. Donc, on s'entend, c'est pas énorme non plus comme équipe. Et donc, l'idée, c'est qu'on avait nos produits qui commençaient à lever, qui commençaient à faire des bons résultats. Et donc, ça commençait à faire du bruit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à avoir des gens externes qu'on ne connaissait pas, qui venaient nous voir, qui disaient hey, c'est cool ce que vous faites, vous, à l'interne. Est-ce que, moi j'ai une idée, est-ce que vous pouvez nous aider? Vous pourriez faire le dev pour nous, devenir partenaire associé là-dedans, ça vous intéresse? Fait qu'on a dit, bah ouais, ok, go, oui, oui, improviser à fond, oui, on fait ça et tout. Et on s'est dit, allez hop, on travaille comme ça en forme, en guillemets, incubation, investissement. Donc, en fait, à l'époque, ça s'appelait vraiment Spectrum, donc tout était dans Spectrum. On avait un onglet Startup, on a dit, ah, si vous avez des idées, venez nous voir et tout. Et on a commencé à faire ça avec des gens externes. Ça a donné, il y en a qui ont bien été, il y en a qui ont mal été. Et puis, à un moment donné, en fait, c'est devenu assez gros, qu'il y avait des articles de journaux sur nous qui parlaient de ça et tout. Et on avait des clients qui nous appelaient, qui nous disaient, écoute, est-ce que tu fais encore du web? Est-ce que tu fais encore du développement? Parce que là, j'entends parler que des startups. Qu'est-ce qui se passe avec ça et tout? Ouais, Et puis en fait, c'est là à ce moment-là qu'on a vraiment splitté l'incubateur en fait. L'incubateur, c'est le terme le plus proche, même si je l'aime pas beaucoup, mais c'est vraiment là qu'on a dit, OK, ben, on va créer une entité à part qui s'appelle Apollo 13. Et donc, Apollo 13 va faire que l'incubation interne pour les employés et externes. Et on va dédier là-dedans des employés à ça, alors que Spectrum va rester une business de service à part. Et puis, ce qui relie tout ça, ben, c'est les valeurs fondamentales qu'on a établies, dont le no bullshit que tu vois derrière moi. Donc, il y en a 4 je vais t'en parler. Je considère ouais. vraiment que c'est le fondamental de la création d'entreprises indestructibles, vu que c'est en plus le titre du podcast.
Ouais. Donc, et puis en fait, notre incubateur, comme on dit au Québec, il est fucked up, il est vraiment étrange. Il n'est pas drivé par un fonds d'investissement, il est gratuit pour les startups, il est vraiment focus sur la création d'entreprises indestructibles et ce que nous on dit à l'interne, c'est de l'entrepreneur responsable, que je vais pouvoir élaborer un peu plus tard, qui vient tout de Spectrum en fait. Donc, comment on a créé Spectrum? Aucun investissement externe, bootstrap, financé par les services, valorisation des employés qu'on avait qui voulaient faire de l'entrepreneuriat, ben, on les aidait à faire ça. Et en fait, le fait qu'on a collé les valeurs à du lifestyle, à la croissance de la personne qui travaillait chez Spectrum, a fait qu'on avait ce modèle-là hyper résilient, hyper antifragile, et qui faisait aussi qu'on créait cette diversité. Donc, pour donner une image complète, aujourd'hui, Spectrum, c'est toujours une vingtaine d'employés. Apollo 13, c'est une asso, donc un organisme à but non lucratif qui a 2 employés à temps plein dedans, plus une cinquantaine d'experts et accompagnateurs. On accompagne à peu près une centaine de startups. Il y a 6 ans, 7 ans, on a acheté le fameux immeuble que je dis au centre-ville de Québec. On a aménagé un étage pour Spectrum et c'est tout ouvert avec un espace open space pour les startups coworking. Et puis l'année passée, on a acheté l'immeuble voisin, en fait le local voisin de notre immeuble. On a défoncé le mur et en fait toutes les startups qui commençaient à avoir des teams, donc des employés, au lieu de quitter et aller louer ailleurs, là on a fait un aménagement d'un espace où les entreprises qui ont des équipes peuvent aller voir des bureaux fermés. Donc c'est déjà tout rempli, tout plein. Et donc en fait, on a un peu cette forme de diversité. Mettons si je regarde au niveau purement business, on a Spectrum, business de service, on a une asso à but non lucratif, on a l'immeuble donc au niveau immobilier, et on a aujourd'hui 8 autres sociétés, soit avec des employés, soit avec des gens externes, dans lesquels Spectrum est aussi actionnaire et investisseur, qui roulent, qui sont dans des industries hyper différentes, hyper diversifiées. Et depuis 3 ans, moi, j'ai déménagé en Suisse, et pas nécessairement, pas pour des raisons fiscales, mais je dirais pas nécessairement pour des raisons fiscales, on ne se le cachera pas, mais en fait, c'est principalement parce que je suis marié à une Suisse et on a décidé d'élever les enfants ici. Donc, se retrouver en Suisse et de dire, OK, ça va bien au Québec, on va continuer là-dessus. Et puis finalement, par la force des choses, euh, après avoir fait la licence de parapente, avoir beaucoup trop de temps pour réfléchir, je me suis dit, allez, on repart à un Spectrum ici. Il y avait beaucoup trop d'intérêt pour le modèle. Et puis, donc j'ai parti le projet ici avec Lucas ici, avec qui on travaille, et qui, dans le fond, c'est une inspiration. Donc, je fais attention, ça c'est le même nom. C'est pas un copy-paste. Et puis, je veux vraiment pas que ça le soit. Puis, j'ai parlé je parle des fois à des potes qui sont entrepreneurs. Puis ils disent, ouais, mais tu pourrais juste ouvrir un bureau de vente avec le coût de la vie en Suisse versus Canada, ça pourrait marcher à fond et tout. Et puis Ah effectivement, ouais. au niveau financier, ça serait incroyable. Mais de par le respect des valeurs, on a décidé vraiment de monter une équipe ici. Donc le but, là on est rendu 5 dans l'équipe, donc on est vraiment des employés. Le but c'est de monter une équipe et les clients qu'on dessert ici, on les fait ici en Suisse. Donc le but c'est vraiment de s'inspirer avec quelque chose de très différent qui est propre à l'écosystème dans lequel on est. Ouais. Et Apollo 13 a aussi été créé parce qu'il y avait la demande qui est venue avec et tout. On en accompagne à peu près une dizaine par année ici, une centaine au Québec. Donc, on a ces différents modèles-là. Et puis, moi, évidemment, je suis encore impliqué dans toutes je dirais, tout cet écosystème dans sa globalité. Et donc, ça va quand même assez bien. Et puis, ça répond un peu à tes 3 questions, Cédric. Et puis, ce que je voudrais juste peut-être boucler l'histoire un peu, c'est que quand on a parti Spectrum, la boîte que j'avais qui marchait bien, que j'ai mentionné, celle qui marchait pas bien, en fait, on l'a fermée. On avait assez perdu d'argent à un moment donné, donc on a juste arrêté avec mon pote. Ouais. Pour Focus, en fait, j'avais de l'intérêt pour de l'acquisition, donc il y avait des gens intéressés pour acheter cette boîte, parce qu'évidemment, le volet formation et tout ça marchait bien. Par contre, il m'avait demandé de rester pendant 2 ans dans la boîte pour assurer la transition. J'étais tellement dégoûté, je dis j'ai vendu la boîte, mais en fait, la réalité, c'est que je l'ai quasiment donné, on va dire. Donc, mon but, c'était plus de m'assurer que la clientèle avec laquelle j'avais établi des relations soit pas mal servie. Donc, j'ai transféré la clientèle pour ça. Donc, on va dire, j'ai pris la décision de ne pas faire du cash sur cette vente-là au détriment d'un 2 ans de qualité de vie que j'avais. Et on a parti Spectrum. Spectrum, avant les 4-5 premières années, on se payait en dessous du salaire minimum avec Vincent, mon associé. Et même donc, ce que j'ai pas dit aussi, donc on a recruté des gens qu'on n'avait clairement pas les moyens de payer. Et il y a des gens aussi qui ont même eu des parts dans Spectrum parce qu'on n'avait pas les moyens de leur payer, mais qu'on voulait les embarquer. Donc en fait, on était 4 au début. On a parti pour, on va dire, démarrer Spectrum. Aujourd'hui, il y a vraiment donc quelques années plus tard, on a racheté ces parts-là en fait des employés. Donc
les employés de cette époque-là qui ont, ben, ils ont bien bénéficié un peu de toute cette croissance, donc tant mieux pour eux. Ouais. Puis aujourd'hui, on est dans un modèle un peu différent, dans le sens que, encore moi puis Vincent, on est les grands majoritaires de la boîte. Par contre, ben moi j'ai 40 ans, Vincent il a 37 ans et on est déjà sur un plan de relève en fait. Et le plan de relève en fait, c'est vraiment que l'équipe reprenne Spectrum. Donc là, la direction, depuis que j'ai déménagé ici, moi, en Suisse, il y a eu on va dire une nouvelle direction, même si c'est pas le bon terme. Les champions de l'équipe qui ont repris l'épaule. Donc, il y a Olivier, par exemple, qui est le directeur général de Spectrum au Québec. Et puis, en fait, on a directement commencé à dire ben, comment on va faire la transition. Parce qu'en fait, Ok. au lieu de se dire, bon, OK, parfait, tu bosses, moi je fais des dividendes, je suis content en Suisse, puis je fais du parapente, on s'est dit, ben, à long terme, c'est pas périn, ça peut pas être durable, c'est pas ça le modèle. Donc, directement, on s'est mis à parler de cette transition-là qu'on est en train de faire. Et puis, en fait, si tout se déroule comme on pense, ben, l'année prochaine, en fait, on sera minoritaire, voire plus actionnaire dans Spectrum Québec. Et en parallèle à ça, en fait, on est en train de mettre en place, donc on a ouvert ça aux employés, une coopérative d'employés. La vision, on va dire, la vision long terme par rapport à ça, c'est qu'en fait, Spectrum, dans les 10 à 20 prochaines années, deviennent détenus 100% par les employés de ce moment-là de Spectrum. Donc là, je suis dans l'utopie, dans la vision très long terme. L'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de très périn, très indestructible. Et puis, donc, on le part en manière très, très, très privée, mais le but, c'est de créer ce collectif. Donc, je dis toujours, on est hyper gentil, on est hyper cool, mais on n'est quand même pas une ONG, on n'est pas des, entre guillemets, on n'est pas des hippies, on a vraiment créé une business qui fait du cash dans un modèle, on va dire, capitaliste, mais ça ne veut pas dire qu'on est des trous de cul, ça ne veut pas dire qu'on est des requins. On peut Hmm. créer des modèles qui sont hyper sains, hyper balancés, qui respectent les humains et qui créent de la valeur au niveau humain des gens qui nous constituent. C'est un peu le modèle qu'on essaie de faire. Et donc, on part d'un truc privé, mais on s'assure toujours d'un collectif qui fait du sens quand on travaille dans la boîte. Et puis ça, on l'applique aussi au niveau des clients. Donc, au niveau des clients, en fait, aussi, nous, on prend aucun projet. Donc, quand il y a un client qui nous contacte pour un projet, on présente le projet à l'équipe. S'il n'y a personne dans l'équipe qui a envie de travailler sur le projet, ben, on dit non. S'il y a quelqu'un qui a Ok. envie de travailler, on dit oui. Donc, en fait, c'est vraiment dans la globalité. Et puis, honnêtement, pour une très petite entreprise comme Spectrum, donc si je prends que Spectrum, parce que l'ensemble de l'écosystème, on est peut-être à peu près 200, mais que Spectrum, ça reste une micro-entreprise, ben, pour un propriétaire, entrepreneur, fondateur d'une boîte, d'être à distance et que la boîte continue à marcher, je pense que si on n'avait pas ces valeurs fondamentales, il n'y a Ouais. rien qui aurait pu marcher de ça. C'est sûr. J'en connais C'est sûr. quelques-uns qui aimeraient pouvoir s'éloigner de leur boîte et ils sont incapables. La réalité, c'est que si on partage, si on établit des valeurs qui sont fondamentales, dont on parlera des 4 valeurs, des 4 piliers de l'ensemble de l'écosystème, je pense que c'est impossible de créer quelque chose de beaucoup plus pérenne qui va continuer à fonctionner sans la présence des fondateurs. Et puis, ce que je me permets, ben, il est offert aussi à tout le monde, hein. On a des employés qui sont partis 6 mois en Thaïlande, vivre, travailler à distance et tout. Donc, c'est vraiment important de savoir que c'est pas le patron qui s'en va en Suisse et qui travaille à distance, mais vraiment l'ensemble des gens dans l'équipe qui peuvent en réalité le faire. Pour ceux qui ont envie de le faire, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait. Donc, c'est vraiment important de savoir que c'est pas un privilège qui existe, mais vraiment plutôt une partie intégrante en fait des conditions de travail qui existent chez Spectrum. Donc, c'est comme la version longue que je réponds à un paquet de questions. Je Oui, sais pas oui, si... mais en même temps, bravo d'abord pour l'exposé, c'est très logique et très clair. Ce qui m'intéresse, moi, après, parce que là, on a vu un petit peu la genèse du truc, puis on voit vers quoi vous voulez aller. Ce qui m'intéresse, tu vois, peut-être euh, justement, quand tu parles de dire, bah, moi, je peux m'éloigner, je peux être ailleurs parce que j'ai créé une culture forte, c'est aussi quelque chose que je... En fait, il y a 2 manières de diriger, en gros, hein. Il y a une manière, tu es tout le temps là, tu regardes tout, tu fais tout, tu es C'est omniprésent. Bon, fatigant. c'est fatigant pour toi, c'est pas très valorisant pour tes employés. Mais voilà, tu as aussi la crainte et l'angoisse que ta création t'échappe ou que les performances baissent. Donc, tu es en permanence dans ton équipe pour un manager ou dans ta boîte pour un dirigeant. Mais effectivement, on peut substituer ça à un autre système, euh, ce que tu as appelé un système de valeurs, et où je dirais que le pouvoir hiérarchique et l'autorité sont moins présents. En revanche, ce qui est plus présent, c'est quelque chose de partagé, et puis une certaine forme de pression sociale. C'est-à-dire que Ouais. si tu réussis, moi je pense que j'ai ça dans une de mes boîtes au moins, si tu réussis à faire que chaque personne de la boîte se sent responsable de la culture d'entreprise,
quand un des éléments nouvellement arrivés ou autre, ou parce qu'il a un souci, commence à déconner, c'est même plus le boss qui va aller Ouais, le voir. ouais, C'est l'équipe qui va lui dire, mais là, tu fais quoi exactement? ouais. Parce qu'en fait, finalement, l'équipe, si elle se plaît dans cet environnement, dans cet écosystème que tu as créé, elle n'a pas envie que ça s'arrête. Exactement, ouais. Les Ben, gens, ils sont chez toi parce qu'ils veulent être chez toi et du coup, ils sentent que. Et finalement, en réalité, et donc il y a ce concept-là. Et il y a un autre concept que tu as dit dont je voudrais aussi parler, c'est que finalement, toi, tu crées euh, des assets, des actifs. mhm. Tu dis, ouais, un produit, par exemple, quand tu parles d'un produit, clairement, c'est un actif. C'est quoi un actif? C'est un truc sur lequel tu investis, qui génère de la valeur et du bénéfice, et donc qui est quelque part. Et quand tu sens que dans ton entreprise, tu as deux actifs, une équipe qui fait de la presta et un produit, bah, tu les sépares parce que tu veux qu'ils développent leur valeur séparément, etc. Et plus tu as d'actifs, plus ton entreprise est diversifiée et donc Exactement, ouais. antifragile, etc. Mais tu peux aussi dire que la culture, c'est un actif, du coup. Parce que Clairement, ouais, clairement. voilà, c'est quelque chose, tu n'as plus besoin d'y mettre du charbon tous les jours. C'est quelque chose qui finalement C'est ouais, c'est autorégulé, ouais, ouais. Mais s'auto-régule. il y a deux trucs que j'ai envie de te dire, Cédric, par rapport à... Il y a une blague qu'on fait souvent chez Spectrum, euh, qui est quelque chose de très positif, mais aussi qui a un volet très, très négatif. Je t'en parle. On dit souvent Spectrum, c'est une secte. En fait, c'est que... Et puis, je pense que ça, on peut se le permettre parce qu'on est 20. Donc, ça revient un peu au volet de 20 employés, de créer plus mon équipe va être grande, plus le spectre de diversification, il n'a pas le choix d'être plus grand. Parce que moins on va trouver des personnalités qui sont pareilles, en fait. Et donc, c'est normal qu'on ouvre un peu plus ce spectre-là le dénominateur commun, ben, il y en a de moins en moins. C'est normal, c'est pas. Peu importe ce qu'on dit, c'est que si, ben, je dis un exemple, mettons, si on veut créer une équipe d'employés qui sont tous sportifs, ben, je peux peut-être le faire à 5, je peux peut-être le faire à 10, mais à un moment donné, je ne peux pas juste trouver des sportifs qui font tous du jogging. Donc, cette dimension-là commune, on va dire, ben, elle ne peut pas être présente. Donc, plus je grandis, plus je vais venir, c'est de plus en plus difficile de trouver ces points communs qui vont rattacher. Donc, en fait, 20 employés, c'est un peu le sweet spot. Nous, c'est sûr que, mettons, la partie sport, c'est vraiment très, très, très ancré chez nous. Je ne le dis pas trop fort parce que en fait, c'est illégal au Québec, mais il y a un genre de non-dit chez nous que après ton embauche, au bout de 6 mois, tu devrais être capable de faire 10 km en bas d'une heure. C'est juste pour dire qu'on a une incitation sportive qui est assez grande en fait chez nous. D'ailleurs, on a un budget sport, qu'on paye les activités sportives, les participations au concours et tout. Je ne l'ai pas dit aussi, bon, tu sais, dans les conditions, c'est du 4 jours semaine chez nous. Il y a des gens qui disent, ouais, on a déjà eu du monde qui ont dit, ah, mais moi je suis prêt à travailler 5 jours. On dit, non, non, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ça l'idée. C'est 4 jours. Si tu veux faire Ouais. plus d'argent, faire 5 jours semaine, pas de problème, tu peux aller ailleurs. Il y a des boîtes qui cherchent des gens qui veulent bosser 7 jours semaine si tu veux. Donc, on est très, très lifestyle axé là-dessus. Et on utilise ces leviers, ces éléments pour venir de plus en plus coller ce dénominateur commun entre les différents trucs. Donc, je pense que ça se fait vraiment juste dans des petites équipes, d'où le choix de 20. Je pense aussi que la dimension secte, c'est intéressant parce qu'il y a cette autorégulation-là où si quelqu'un rentre et qu'il ne fit pas, ben, il se fait automatiquement éjecter. En fait, on l'a vu à plusieurs reprises. Des fois, on passe des entrevues, on embauche, mais clairement que le fit n'est pas là. La personne, elle merde, elle essaie de faire des trucs. Et puis, ben, en fait, les gens autour, les peers, ils vont simplement l'éjecter. C'est un organisme non désiré et puis ça s'éjecte. Le revers de la médaille, c'est parce qu'on est une secte, entre guillemets, ben, ça rend l'intégration des fois de certains profils qui pourraient fonctionner un peu plus difficile. Et ça, on Ouais. l'a vécu. On l'a vécu et on s'est amélioré beaucoup avec le temps. Je regarde aujourd'hui, mettons, notre ratio, je donne un exemple, notre ratio, par exemple, de filles et de garçons chez nous, ben, il est très élevé. On a beaucoup de filles et on voit que ça a intégré une dynamique qui est hyper intéressante au niveau beaucoup plus d'acceptation, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Nous, en termes, par rapport au Québec, on est dans la barre très élevée en termes de ratio filles, hommes et femmes pour l'industrie du développement, en fait. Ok. Puis on voit que ça a amené une dynamique vraiment, vraiment différente et intéressante. Ça, on dirait moins sectorisé, entre guillemets, parce qu'il y avait déjà un noyau. Et puis, donc, mais on sait que ça a déjà été problématique dans certains cas où il y a des gens qu'on se dit Ouais. ça pourrait marcher. C'est juste qu'il y a une genre de fermeture d'esprit. C'est pas le bon terme, mais il y a une genre de. Qui se mais en même temps, ben, ça te protège, justement. C'est un filet de Ouais. protection. Donc, il y a un plus et un moins. Puis je pense il y a une certaine. C'est un peu un slider. Hein. S'il est dans l'extrême de la secte, ça va vraiment mal. S'il est de l'autre côté, ben, tu n'as pas de valeur. Puis je pense que c'est de trouver ce juste milieu au milieu où on se dit, quelque part qui dit
c'est assez fort pour éjecter ce qui est non désirable, mais pas trop fort pour ne pas avoir une ouverture d'esprit. Donc, je pense que c'est quelque chose. Et puis, tu mentionnes la partie service-produit. C'est vraiment intéressant parce qu'une des craintes qu'on avait, je me rappelle dans les débuts, avec Vincent, il disait, mais tu sais, quand nos produits vont fonctionner, tout le monde va aller dans les produits. Je dis, mais Ouais. pourquoi? Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais tout le monde veut faire du produit. Je dis, ben, je pense pas. Je pense qu'il y a du monde qui se plaise au service. Moi, personnellement, je me vois beaucoup plus opérationnellement dans du service que dans du produit. Puis, je vois pas pourquoi. Oui, c'est intéressant en termes de business, mais en fait, on a fini par dire, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne reste dans le service, reste plus dans le produit. Et c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on passe des entrevues des fois, puis on identifie que la personne, on la passe en entrevue pour Spectrum, puis on dit, ah, mais lui, il est vraiment produit à fond. Puis en fait, on est rendu, on dit, ah, ben, tu sais quoi, je vais te présenter deux startups, tu devrais passer des entrevues chez eux. Puis la Ouais, culture ouais, ouais. Spectrum, tu l'as aimé, mais ton ADN est plus produit. En fait, nous, comment on l'a défini, en fait, c'est quand tu es en service, toute industrie confondue à peu près, mais disons spécifiquement en tech, c'est qu'en fait, tu es quelqu'un, nous on appelle ça du 80, un 80%. C'est Ouais. quelqu'un qui est très généraliste, qui est très bon dans plein de choses, qui est très curieux, qui veut toucher à plein de trucs. Quand tu es en service, tu travailles avec des clients différents, avec des techs différentes, avec des réalités différentes. Donc on est vraiment plus dans ce modèle-là. Et ce qui fait que tu es bon en service, qu'une boîte de service est bonne, c'est qu'elle livre un max de valeur pour le budget du client. Donc on arrive à livrer. Donc le but, c'est pas d'avoir le meilleur produit au monde, c'est d'avoir le meilleur produit pour le budget que le client a donné et de se Mm, situer là-dedans. C'est de maximiser la valeur de chaque sou que le client met chez toi. mm. Donc, ce qu'on cherche, en fait, c'est des good enough, c'est des super bons priorités, des gens super bons qui vont choisir les bonnes priorités, reconnaître là où les besoins sont. Alors qu'en produit, en fait, on est vraiment dans un ADN complètement différent. C'est des développeurs de 100%, c'est des développeurs qui aiment la finition, qui aiment, entre guillemets, se faire chier avec le 20% pour faire un produit parfait. Parce qu'en Ouais. produit, quand tu le sors et que c'est utilisé ou que c'est vendu, il faut que ça soit nickel. Ça ne peut pas être à l'arrache parce que ce n'est pas le client qui paye, c'est toi le client et tu veux que ton produit soit top notch. Donc en fait, on se retrouve dans deux ADN de développeurs qui sont vraiment, vraiment différents des designers. C'est les développeurs qui vont travailler sur la même tech, tout le temps, raffiner, améliorer, optimiser, alors qu'en mode service, mais on lance un nouveau projet, on livre quelque chose, il fonctionne, on passe au prochain. Donc en fait, on s'est rendu compte que l'ADN du recrutement, il est différent et de penser qu'il y en a un qui est plus dominant sur l'autre, ça ne l'est pas. Par contre, ça n'empêche pas qu'on a beaucoup, beaucoup de migration d'un côté que dans l'autre, dans le sens où des fois, il y en a des gens en service qui disent, ouais, je suis un peu fatigué de ça, j'ai envie vraiment de m'attarder sur ça. Eh bien, hop, ils switchent. Donc, par exemple, notre ancien lead chez Spectrum est un lead chez Snipcart parce qu'il a switché dans cette boîte-là. Donc, ce qui est cool, c'est que tant qu'un un employé qui serait pas heureux, qui chercherait autre chose, de toute façon, Ouais, il va partir. Hein. mm, Donc, bien sûr. de toute Et façon, t'as il va intérêt, partir. et t'as intérêt à ce qu'il parte. Ben, l'intérêt, c'est qu'il parte pour une autre de nos boîtes, entre guillemets, dans le sens Oui, que voilà, c'est ça. Ouais, ouais. T'as créé un écosystème qui aussi. circulent entre, ouais. Et puis Ouais, c'est tout à vraiment fait. cool parce que des fois il y a des gens qui sont essayés, qui sont moins plus, qui sont revenus en service. Donc c'est vraiment cool parce que du moment que tu as le fit ADN, tu as le fit des valeurs, que la personne elle est compétente, c'est vraiment Alors, dommage de la perdre simplement parce que ta business ne lui permet plus d'aller à la prochaine étape à laquelle lui va ouais, atteindre. ouais, ouais, parce qu'en fait, là, il y a une étude de Gallup que je cite souvent qui s'appelle It's the Manager, qui a été et où ils disent que pour la première fois au niveau mondial, en fait, les gens ils cherchent plus seulement le meilleur boulot en travail, enfin le salaire le plus élevé en travaillant le moins possible. Désormais, clairement, majoritairement, quand tu interroges la workforce, eh ben, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est une entreprise dans laquelle ils peuvent s'épanouir, il y Exactement. a des nouvelles choses, etc. Donc, il faut absolument prendre ça en compte. Puis sans rentrer Et dans des stéréotypes, je pense que c'est aussi, il y a la dimension générationnelle qui est assez grande là-dedans, dans le sens que ouais, ouais, c'est que la bien nouvelle sûr. génération, elle est encore plus plus accroché à cette dimension de valeur-là. Il y a le travail, je vais citer un truc parce que je pense qu'en France, il y a une loi qui vient de passer comme quoi un employeur n'a pas le droit de contacter un employé après une certaine heure ou c'est passé ou c'est en cours. Oui, 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 ça fait, ils sont en train de regarder ça et pour dire que effectivement, bah en fait, si tu veux, avec le fait que on soit connecté en permanence, tu peux avoir effectivement des abus, des boss qui arrêtent pas de balancer des SMS et des emails le week-end en espérant que, enfin, en demandant, en Ouais, exigeant que l'employé réponde. ouais. Et voilà. Et Mais, effectivement, bon, moi, c'est pas, tu vois, par exemple, dans mon entreprise, on a eu cette discussion il y a pas longtemps parce que j'ai une collaboratrice en fait, c'est même pas moi qui lui ai envoyé des mails parce que moi, je les envoie jamais le week-end. Sauf quand je me trompe, mais en général, je programme l'envoi pour le lundi matin.
Tu peux très bien Ouais, faire ouais, ça ouais. avec Gmail. Elle, en fait, c'était une autre personne de l'entreprise qui arrêtait pas de discuter, essayer de discuter avec elle, de lui poser des questions le week-end, et elle répondait en se disant, c'est mon job. Et je lui ai dit, non, Non, non. ouais, Je c'est pas. dis, c'est comme quand tu fermes la porte de ton bureau, tu fermes la porte de ton bureau. T'es pas là. Et c'est aux gens de se débrouiller avec leur vie, et spécialement le week-end. Clairement, Mais, clairement, ouais. Ben, tu vois, en fait, le truc, c'est qu'on a, je pense que, mettons, si on retourne une génération en arrière, il y avait vraiment la séparation travail et vie, elle était facile. Tu ouais. arrivais au bureau, tu t'enlevais ton chapeau, ton manteau, tu t'assoyais, tu faisais le boulot et puis tu rentrais à la maison. Donc, il y avait cette séparation assez nette. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu marrant, entre guillemets, d'essayer de séparer, de reproduire un modèle de séparation, alors qu'en fait, c'est impossible, honnêtement. Même si on met les lois, même si on met les règles, c'est Mm. impossible. Si tu veux rejoindre un employé, si tu veux mettre de la, entre guillemets, un employeur veut mettre de la pression à ce niveau-là hors du travail, il y a plein de moyens de le faire. Donc, je pense pas. Mm. Et puis, dans le fond, je pense que l'idée la plus importante, c'est que de plus en plus, il faut que les valeurs personnelles adhèrent et soient cohérentes avec ceux de l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire, mais je pense que plus on arrive à aligner ces valeurs-là et cette croissance personnelle, en fait, Mm. on n'a plus besoin de se parler de séparation. Je pense que, encore une fois, autant qu'on a dit qu'on peut essayer de convaincre quelqu'un de rester ou d'essayer justement de créer un environnement que s'il veut partir, on a une option pour lui. Je pense que c'est la même chose par rapport à la séparation de la vie versus le travail. Je Mm. pense on a l'option de dire, OK, on va essayer de tout séparer, puis il y en a plein qui le font, puis c'est correct. Il y en a plein pour qui le travail, c'est alimentaire. La passion est peut-être faire du triathlon en dehors du bureau, puis c'est ça qu'ils vont faire. Mais je pense que la majorité, puis on va tendre vers ça, ça va être l'inverse. Ça va être plutôt de dire, OK, je fais du triathlon. C'est quoi le travail et l'environnement de travail qui me permettrait de maximiser cette croissance personnelle-là, Mm. donc, et d'essayer d'aligner ces deux-là. Et puis si on arrive à faire ça, parce que nous, dans Spectrum, un peu le fondamental, c'est un peu ça, c'est de se dire, je donne un exemple. Je parlais de l'importance du sport, puis on a toujours encouragé le sport, mais vraiment à fond. On a toujours financé ça. Puis à un moment donné, on est devenu 20. Donc à un moment donné, c'est pas tout le monde qui est aussi hardcore sur le sport que nous. Mm. Donc en fait, il y a des gens, par exemple, qui étaient plus en mode faire du yoga, faire de la méditation. euh, et puis on s'est dit, OK, en fait, pourquoi ne pas élargir ce budget sport, au lieu que ça soit sport, en fait, que ça soit simplement du bien-être. Et puis, on Ouais. englobe là-dedans l'ensemble des choses. De la même manière, par rapport aux 4 jours semaine, au début, on disait la cinquième journée, c'est de la journée de l'innovation. À un moment donné, il y a commencé à avoir des papas dans l'équipe, des familles et tout. Là, on s'est dit, ah, mais tu sais quoi, en fait, cette cinquième journée, elle n'est pas pour l'innovation, elle est pour ton temps à toi. Si tu veux faire de l'innovation parce que tu as du temps, puis tu as une idée de projet que tu veux faire, fine. Mais si tu veux passer du temps avec ta famille, tu passes du temps avec ta famille. Et puis aujourd'hui, Mm. c'est vraiment beaucoup plus défini comme ça. En fait, comment on arrive à l'aligner? Et puis, ce qui arrive souvent chez nous, par exemple, quand on a des discussions avec l'équipe et tout, ben, tu sais, le fait d'avoir ce temps de pub disponible, que ce soit parce que tu veux partir en camping le vendredi plus tôt, avant que le Ouais. trafic commence, tout ça, et ben en fait, c'est du luxe, entre guillemets. Mais c'est ce qui fait que les gens sont contents de travailler là où ils Je sont, suis alors qu'ils d'accord. savent très bien qu'ils peuvent aller chercher un salaire plus significatif ailleurs, surtout dans le monde de la tech. Mais l'idée, c'est vraiment plus de dire, ben, mon lifestyle, il fonctionne avec l'emploi que je fais, et puis il me permet de faire ma croissance personnelle que je vise. Et du moment qu'on fait ça, en fait, on élimine plein d'un paquet de problèmes de management, en fait. Mais vraiment, tu sais, des fois, on dit, ah, mais comment adresser telle problématique? Mais ces problématiques-là, si on les élimine à la base, on n'a pas besoin Mm. de les adresser, ils n'existent pas, en fait. Tout Et à fait. on Et finit par avoir. tu as besoin de moins de règles. Alors, moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne parce qu'on l'a effleuré le sujet, mais il est hyper important. Tu as parlé des valeurs. Mhm. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis parce que, en fait, ce qui te permet d'avoir moins de pression hiérarchique, ce qui te permet d'être une entreprise avec des choses très fondamentales respectées par tous, mais qui n'est pas une secte, ce Mhm. qui te permet aussi qu'il y ait une pression sociale, mais qui soit pas une pression sociale exercée par les plus forts sur les plus faibles. En Mhm. fait, c'est que tout ça, tout ce qu'on vient d'évoquer depuis le début, ce qui te permet aussi de marier le lifestyle et la vie dans l'entreprise, en fait, ce sont tes valeurs. Clairement. Finalement, si quelqu'un se mettait à faire pression sur un autre pour quelque chose qui irait à l'encontre des valeurs que tu as définies, il serait en faute. Clairement, ouais. Et les autres lui diraient, mais non, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train d'embêter machin, mais non, on n'est pas dans les valeurs de la boîte. Mhm. Clairement. Alors, alors ça, c'est vachement important, les valeurs, mais c'est aussi
je veux dire, il y a eu plein de littérature là-dessus, beaucoup de choses pas satisfaisantes du tout. Tout à l'heure, tu évoquais dans ton, dans ton passé l'histoire que telle boîte, elle était hyper valorisante, mais à l'intérieur, c'était pas du tout l'image que ça donnait à l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire que les valeurs qui étaient projetées vers l'extérieur de l'entreprise n'étaient pas les valeurs qui étaient internes à Mhm. l'entreprise. C'est le complexe de... c'est euh, Oussama Ammar qui dit ça. Il dit en fait, quand on regarde une entreprise, on voit sa vitrine, puis quand on travaille dans une entreprise, on voit son grenier. Clairement. Et souvent, c'est pas la même chose. Et je trouvais ça vachement bien. Ouais. Et alors, ce serait peut-être intéressant que tu nous donnes un petit peu justement, parce que tu as 4 fondamentaux, je crois, Ouais. tu l'as dit. C'est quoi en fait tes 4 fondamentaux? Alors, en fait, quatre valeurs. Je vais juste faire une petite parenthèse. Quand on parle beaucoup de valeurs, on parle beaucoup de culture. Je vais juste nuancer un peu. Quand on parle de valeurs, il y a un truc que je répète souvent. Je dis, tu sais, souvent, on va regarder une entreprise, on va aller sur son site, on va regarder ses valeurs et sa mission. On va souvent trouver excellence, surpassement de soi, des trucs comme ça. Et puis, souvent, j'aime bien faire l'exercice. Je prends ces valeurs-là et je les copy-paste et je les mets sur une autre entreprise. Est-ce que ça fait encore du sens? Et 99% des fois, ça fait du sens. Tu sais, y a personne qui s'est dit, ah, non, mes valeurs, c'est vraiment de faire de la job de merde, maximiser les profits. Tu sais, il n'y a personne, je veux dire, tu sais, moi, en tout cas, j'en connais pas une entreprise où tu vas voir ses valeurs, c'est maximisation de valeur, diminution de coûts. Je dirais, tout le monde est pour la vertu en quelque sorte. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment important de nuancer que quand on parle de valeurs, moi, je dis beaucoup, il faut que ce soit des valeurs que si je les ramène à un compétiteur, ça ne fait pas de sens. Il faut que ça soit quelque chose qu'un compétiteur ou une autre entreprise ne pourrait pas claimer, ne pourrait pas revendiquer, parce que ça serait vraiment, ça ne fitterait pas en fait. Donc ça c'est une chose. Puis quand on parle de culture aussi, bien, comme tu dis, il y a beaucoup de littérature écrite là-dessus. Moi honnêtement, je ne l'ai pas dit, j'ai vraiment aucune formation en RH, Vincent encore moins que moi. On a tout ce qu'on a fait, on l'a jamais fait dans des pensées stratégiques. On a toujours fait des choses en se disant, qu'est-ce qui ferait que nous on resterait dans cette boîte-là? Qu'est-ce qui ferait que moi, qui aurais été un super, tu sais, j'ai raconté mon parcours qui était hyper traditionnel. Moi, je suis destiné à être un employé qui est incroyable. Franchement, tu sais, je pense que je suis hyper compétent techniquement dans ma formation, dans ce que j'ai fait. Moi, je pense que IBM ont perdu en quelque sorte un très bon employé. Je me dis, mais ça, c'est un échec en tant qu'entreprise, en termes de culture d'entreprise, c'en est un. Parce qu'il aurait pu faire autrement, qui fait que je suis encore là. Tu sais, moi, j'avais aucune incitative ou aucun push pour partir un truc. C'est pas cet ADN-là. Donc, je pense la culture, c'est vraiment important que ça reste très organique, très naturel en fait. Donc, des fois, on a des exercices, on voit des exercices sur la culture comme si c'est quelque chose qu'on pourrait coller, mais tu sais, c'est une greffe en fait. Si on greffe, Ouais. il y a un potentiel rejet de ça si ce n'est pas très organique et authentique. Un autre exemple que je donne à ça, on est assez stéréotypé dans Spectrum, on a la table de ping-pong, le baby-foot. Par contre, ce que je dis, c'est quand on a aménagé dans les bureaux, on n'a pas acheté ça. On a demandé c'est quoi qu'ils voulaient aux employés, en fait. C'est eux qui ont Ouais, ouais, décidé c'est ça. ça. Ouais, ouais. On n'a pas acheté une piscine à ballon, puis on a dit maintenant, vous allez vous amuser dans la piscine à ballon. On a Vous dit, devez. maintenant, tu t'amuses, tu as compris. Ah ben, alors que, en fait, c'est beaucoup plus ça. Et je dirais même qu'à un moment donné, on dit, ah ben, on veut faire une salle de gym, une salle de musculation au bureau. On a dit, parfait, ben, vous l'achetez. Puis en fait, quand ils sont venus pour l'acheter, on a fait, OK, c'est bon, on voulait juste voir si c'était sérieux, puis on a acheté l'équipement pour faire du sport. Donc en fait, l'idée, c'est, faut que ça soit organique, faut que ça vienne de là. Sinon, ça ne fait pas de sens. En fait, sinon, c'est vraiment une greffe avec tout le risque de rejet qui peut en être disponible. Et puis, tu sais, je mets un petit disclaimer à ce que je dis depuis le début. C'est sûr que tout ce que je lui dis, je l'applique sur le parcours que moi j'ai vécu. Et oui, Ouais, 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 bien effectivement, c'est sûr. beaucoup plus simple de le faire à 20 personnes que de le faire à 5000 personnes. Ça, j'en conviens et je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire à des niveaux différents à Ouais. ces envergures-là. Mais Ouais, ouais, moi j'ai une phrase que je dis souvent, c'est en fait la valeur, pardon, la culture, c'est la somme des comportements. clairement, ouais, C'est-à-dire que à la fois, effectivement, tes valeurs vont influencer les comportements de tes collaborateurs, mais tu peux le prendre à l'envers. Tu peux ouais. dire, bah aujourd'hui ma boîte elle a pas de valeur, et ben je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais regarder mes meilleurs employés, ceux que je, Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui me plaît chez machin? Les 5 trucs qu'il fait tous les jours, je me dis, ouais, lui c'est un bon parce qu'il clairement. fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et donc c'est un comportement, ça c'est pas une valeur. J'aime bien le terme comportement, en fait. Ça Tu me rejoint vois? beaucoup, ouais, parce que c'est la réalité de ce que les gens font, en fait. Ouais, Et clairement. ben en fait, et en même temps, c'est l'expérience de tes employés dans ta boîte et c'est l'expérience de tes clients quand ils vont interagir avec tes employés. Donc c'est Clairement. fort le Ouais, ouais, comportement. ouais, clairement.
Par contre, tu peux pas dire, par exemple, bah, Catherine, j'aime bien parce qu'elle a du franc-parler. C'est-à-dire, elle n'hésite pas à dire, ouais, Ça, c'est une non. personnalité, ouais. L'autre fois, elle a dit ça en réunion et j'ai trouvé que c'était bien, moi, en tant qu'employeur, parce que no bullshit, tu vois, la règle no bullshit. Et donc, je vais dire, bon, ma valeur, c'est, alors, j'aime ça chez Catherine. Ah, mais j'aime ça aussi chez Nicolas. Ah, mais j'aime ça chez machin bidule. Ouais, tu Donc, je fais, design ton employé représentant. Ouais, je comprends. ouais. Et donc, tout ça, tu vois, je le sélectionne, je le fais monter, puis j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire au niveau valeur? Pas Ah, mal, bah, pas mal. no bullshit. Mais ça, c'est un Ça y est, exercice j'ai que ma tu fais, valeur. Cédric, ou c'est vraiment cool, en fait. C'est vraiment intéressant, ouais. Ah oui, c'est une des méthodes que je conseille en disant, allez, je trouve que c'est dur, moi, de trouver les valeurs. Ouais, Parce que c'est une abstraction, une valeur. Par clairement. contre, d'observer les comportements, c'est plus facile. Clairement, non, c'est hyper intéressant ça. Ça me fait penser un peu à la démarche de la personnalité de marque, où tu sais, tu dis, C'est ça. si ta boîte était une personne, tu me la décris en fait, et puis ouais, c'est hyper Une chose. intéressant. Ouais. Exactement. Et après, donc, une fois que tu as déterminé ce truc-là, no bullshit, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. En tant que manager, là, je vais passer sur la Clairement, case ouais. manager, ok? Ça veut dire que, un, tu vas recruter des gens en conformité avec cette valeur. Deux, tu vas évaluer les personnes chez toi en conformité avec cette valeur. Mhm. Trois, tu vas faire du feedback. Tous les feedbacks que tu vas faire à quelqu'un en disant, là, tu pourrais t'améliorer. Il faut toujours que ce soit rattaché à la valeur. Mhm. Et là, tu peux grossir. Mhm. Parce que, du coup, tu as défini le socle commun. Clairement, ouais, Voilà. clairement, c'est intéressant. Mais tu vois, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, je vais te parler des valeurs, mais on va revenir, mais je te lance la perche. C'est qu'en fait, tout ce que j'ai dit, on fait souvent référence aux membres de l'équipe, aux employés. Ouais. La réalité, c'est dans tout ce qu'on dit, en fait, on dit il faut que ça touche l'ensemble de l'écosystème de la boîte, ce qui implique aussi les clients. C'est vraiment, vraiment pour nous hyper important. Puis j'ouvre une moyenne petite parenthèse avant de revenir sur les valeurs. En fait, euh, si aujourd'hui, on dit c'est quoi le succès d'un projet? Comment on définit le succès d'un projet? Bon, allons-y à la base en termes de management. Comment on définit le succès d'un projet? Aujourd'hui, si tu fais un sondage, les gens vont dire ah ben ça dépend de l'équipe sur laquelle tu mets, ça dépend du projet, etc. Puis en fait, si je me dessine une équation, il y a un paramètre que j'entends rarement, voire jamais quand on pose ces questions-là, que moi je pense qu'il est fondamental. En fait, et c'est vrai pour les services, le produit, on s'en fout, peu importe le type d'entreprise. En fait, le succès d'un projet est en fonction de trois paramètres fondamentaux. Évidemment, l'équipe. Si je mets une équipe incompétente sur un projet, ben, elle va le louper. Si je mets une équipe qui n'a jamais vu le domaine sur un projet de domaine, ben, ça fait aucun sens. Donc ça, c'est une chose. Donc ça prend une bonne équipe pour le bon projet. Le deuxième, ben, c'est la nature du projet, évidemment. Donc si c'est un projet qu'on a déjà fait, ben, c'est plus simple la deuxième fois que tu le fais. Si tu n'as jamais fait, donc voilà. Et le troisième paramètre, ben, c'est le client, en fait. C'est vraiment le client, dans le sens que le client, est-ce qu'il sait ce qu'il veut? Est-ce qu'il y a les moyens de payer les services qu'il est en train de payer? Tu sais, souvent, on voit, moi j'ai des potes qui ont des boîtes aussi, des fois ils vendent, puis ils disent, ouais, mais là le client il n'est pas content, il trouve que c'est cher. Ouais, mais peut-être que le problème à la base, c'est qu'il n'y avait pas les moyens de travailler avec cette Ouais. boîte-là, et puis qu'en fait, il va juste être déçu, parce que lui, il avait peut-être un budget de 200 000, mais que le projet, c'est un projet de 500 000, bah, Mm, c'est sûr qu'il va être déçu. Je veux dire, peu importe ce que mm. tu fais. De la même manière aussi, est-ce que le client il est en mode micromanagement, il est du genre à appeler le vendredi à 4 heures pour dire hey, j'ai un truc que j'ai prêt pour lundi. Donc cette sélection de clients, elle en fait tout autant partie pour le succès du projet. Et en fait, tous les valeurs qu'on parle, pour moi, c'est vraiment important aussi qu'ils définissent le terme que tu as pris, comportement, j'aime beaucoup. C'est aussi que ce soit Ouais. des comportements clients. Dans le Mm. sens que, au lieu de sauter sur la première occasion de vente, de D'accord. dire ah, il y a un client, donc je le prends, c'est de dire mais est-ce que c'est un client sur lequel? Et puis, mettons, dans le cas de Spectrum, sans prétention, on a quand même un très gros taux de succès. On n'a pas beaucoup d'échecs dans les projets qu'on a fait. Mais c'est parce qu'on applique cette recette-là, en fait. Je dis souvent, oui, je pense fondamentalement qu'on est meilleur. La réalité, c'est qu'on est probablement aussi bon qu'un paquet de boîtes. La différence, c'est qu'on choisit les projets qu'on sait qu'on va botter des culs, en fait. Voilà, c'est clair. On choisit les projets qui ont un bon taux de succès, qui ont un bon une bonne chance de réussir parce que le client, il est bon. Alors que si tu enlèves ce paramètre-là, bah, c'est un tirage au sort, en fait. T'as aucune idée. Donc, Bah, tu vois, en général, on dit il y a le 20-80, c'est-à-dire que tu as 20% des clients qui vont générer 80% de la satisfaction du chiffre d'affaires, etc. Mais pourquoi? pourquoi Non, garder le vin? Ouais, ouais, t'as qu'à clairement. faire 100 avec les 20 et puis Exact. ça va marcher, quoi. Et Tu puis, vois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout dans le conseil. clairement, Parce en qu'en fait, service, c'est encore plus vrai. Mais ouais, en effectivement, service, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu crées des équipes. En fait, c'est comme si les tu humains, ouais. recrutais des gens. C'est que C'est-à-dire relationnel, c'est hyper relationnel. Ouais, ouais, clairement, clairement. et c'est la force de pouvoir dire non, quoi. Et d'être polarisant. On appelle ça être polarisant.
Les clients qui croient pas, qui sont pas dans ma culture, qui adhèrent pas, j'en veux pas en fait. Ouais, clairement, Il y a, clairement. ils vont trouver quelqu'un, c'est pas un Déjà, sujet. je sais pas si on a eu le temps d'en parler, Cédric, dans nos échanges avant le podcast, mais je t'ai déjà parlé du facteur de tétage que nous, on met pour nos clients. Donc, Non, c'est quoi? alors, je t'explique. Juste pour traduire le québécois. Donc, tétage, c'est quand on suce sur quelque chose. En fait, au québécois, quand on dit quelqu'un est têteux, c'est quelqu'un qui est pinailleux, en fait. Quelqu'un qui pinaille, quelqu'un qui est, Ouais, tu vois, il est un peu, il fait de l'enculage de mouche. Donc, ouais, en fait, nous, ce qu'on fait quand on rencontre un client, puis finalement, on décide qu'on travaille ensemble et tout, on fait une évaluation du projet. Donc, en fait, quand on fait une évaluation du projet, on associe toujours à ça un facteur de tétage de client, en fait, et qu'on partage au client. Donc, en fait, quand on rencontre le client, on lui dit, parfait, regarde, j'ai évalué ton projet, donc c'est 2000 heures de travail, fine. Et puis en passant, tout est évalué en termes de journée idéale. Et puis ces journées idéales, toi, avec ton facteur de tétage, ben, tu es vraiment chiant. Je pense que tu sais pas trop ce que tu veux et tu vas être difficile. Et donc, ta journée idéale, au lieu qu'elle soit 8, qui est la journée normale, ben, je l'ai mis à 12. Donc en fait, je viens d'augmenter mon facteur de 12 et je viens tout multiplier par 12 plutôt que par 8 pour me donner, à partir de la journée, le transfert vers les heures. Ou au contraire, tu es vraiment cool, tu as l'air vraiment de connaître tes trucs, les documents que tu nous as envoyés sont sharp, tu es vraiment hyper prêt, eh ben, ton facteur de tétage, il est beaucoup plus bas. Et donc, en fait, je pense que même, on va faire plus vite que les 8 heures, on va le faire peut-être en 6 heures. Et c'est un facteur qui varie entre environ 6 à 15. Je dirais le pire qu'on a vu, c'est du 18. Et donc, mais ce facteur-là, en fait, c'est pas pour insulter le client, c'est vraiment par transparence de lui dire, écoute, je pense que tu sais pas ce que tu veux. Tu peux te préparer et puis revenir nous voir si tu veux. Mais si tu veux ouais. aller avec nous, sois prêt au fait que je te dis que ça va probablement te coûter plus cher que qu'est-ce que tu penses. Et puis voilà le budget qu'on pense. Et après, ben, comme j'ai dit, on travaille à l'heure. Donc en fait, un truc hyper intéressant quand tu travailles à l'heure, c'est que tu n'as aucun incitatif de underbid en fait. Tu n'as aucun Ouais. incitatif de sous-évaluer le projet parce que de toute façon, il va payer les heures. Donc tu es, beaucoup mieux d'évaluer le plus juste possible, le plus confortable Réaliste. possible Ouais, et ouais. puis de rentrer dedans. Et puis, donc, c'est vraiment intéressant parce que ça fait partie un peu de notre filtre de sélection sur les clients quand on leur dit, ben, tu es chiant ou tu sais pas ce que tu veux ou voilà c'est comment on va travailler. Mais c'est vraiment du relationnel. Hein. J'explique, c'est pas une insulte, c'est au contraire, c'est hyper constructif comme argument. Et puis ça Mm. fait partie un peu de la sélection de ces clients-là. Et c'est pour ça aussi, honnêtement, tu sais, Spectrum, ça fait 14 ans maintenant. Bah, on a des clients que ça fait 14 ans qu'on travaille avec eux aussi. Parce Mm. qu'à un moment Ouais, donné, c'est ben, ça. la relation, elle est, tu sais, il y a une forme de relation où les gens, c'est plus qu'un client avec qui tu travailles. Et puis, vu qu'on livre de la valeur, puis tu sais, dans une relation de travail, de toute façon, il y a toujours des hauts. Je veux dire, il y a des moments qui vont arriver difficiles, mais c'est comment tu adresses ces moments difficiles qui fait que tu restes avec un client ou pas. C'est sûr Mm. que si tous tes clients débarquent, ben, ça envoie un signal aussi de ta relation avec les clients. Donc, Et puis, tu as la courbe d'apprentissage que tu as avec un employé, tu peux l'avoir clairement, aussi avec un client. Et clairement, puis, clairement. tu sais, tu as l'histoire de l'effet Lindy là, de Nassim Taleb. C'est plus une relation est ancienne, plus elle a des chances de continuer dans le futur. Donc, Exactement. Ouais, ouais. c'est cohérent avec ça. Et écoute, Alors, pour revenir à ta question des valeurs, donc en fait, je disais les valeurs, parce les que, valeurs. attention, attention, il nous reste max une demi-heure. Hein. Ouais. Écoute, en fait, pour les valeurs, en fait, je dirais que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le fondamental un peu de ce qu'on a fait dans Spectrum, qui sont devenus les valeurs de notre incubateur aussi, que j'ai élaboré un peu plus tard. Donc, les valeurs, il y en a quatre, c'est très simple. En fait, le premier, c'est la lenteur. Donc, encore une fois, c'est qu'on fait la promotion d'une croissance et d'un avancement sûr, périn, durable et, entre guillemets, lent. Ce qui veut dire, Super. ça ne veut pas dire qu'on est paresseux, ça ne veut pas dire qu'on se met, qu'on s'attache les jambes, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas, ça veut juste dire qu'on avance sur une vitesse qui est maintenable, durable et pérenne, qu'on peut maintenir longtemps. Que ce soit au niveau du projet qu'on travaille, que ce soit au niveau de l'entreprise qu'on crée, que ce soit au niveau de Spectrum, de l'entraînement, de tout ça, c'est de trouver quelle est la vitesse juste à laquelle on ne se brûle pas, on ne brûle pas la chandelle par les deux bouts, dans laquelle on avance de manière sûre, certaine, confiante, et puis qu'on avance. Donc, un exemple par rapport à ça, par exemple, quand on travaille sur des projets dans Spectrum, c'est hyper rare, voire jamais, où on va commencer un projet avec une équipe de 3-4 personnes sur le même projet. Des fois, les clients ils vont dire, ouais, mais c'est un gros projet. Je dis, non, mais t'inquiète, on va avancer avec un développeur, on va définir cette vitesse-là. Quand la dynamique elle est bonne, puis que l'acceptation des itérations qu'on fait de ton côté elle est bonne, ben, on pourra peut-être ajouter une autre personne, mais on va avancer de manière sûre et certaine pour maximiser l'efficacité de ce qu'on fait, avoir le maximum de temps pour avoir des lectures de signaux, plutôt que d'essayer d'accélérer vite, 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 vite en essayant d'aller plus vite. Et donc, en fait, je te voyais rire quand je te dis ça, mais parce que ça va, je comprends aussi que ça va à l'encontre un peu de ce qu'on voit
dans l'industrie Ah, en général. C'est croissance bah, rapide, adoption et tout. Nous, on est ah, tu sais vraiment. tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, celle-là, elle passe le test de est-ce que je peux la coller sur une autre entreprise? Non, ça va être dur. Non, non, Chez nous, on est lent, hein. non, Ça va être. mais ça veut pas dire que tu es paresseux. Ça veut juste dire que tu trouves ta Non, 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 propre non, vitesse. Tu vois. Ouais, mais je suis bien ouais, d'accord. Je dis, j'aime bien parce qu'en plus, c'est pas mal en marketing. Moi, j'aime bien ça. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le marketing négatif. ouais. Tu dis, nous, chez nous, on est lent. Hein, quoi? Et du coup, ça, les gens, ils ont envie d'y Mais, aller, tu quoi. sais, nos quatre valeurs qu'on a définies, en fait, il y a quatre citations, donc une citation attachée à chacune des valeurs. Ok. Et en fait, Alors, tu vois, pour celle-là, en passant, on a pris une citation de Yvan Chouinard, donc le fondateur de Patagonia, qui dit que In the fashion industry, we're the turtles. Donc j'adore ça, en fait, c'est que dans l'industrie du fashion, eux, ils se considèrent comme étant les tortues parce qu'ils ont des saisonnalités au lieu de sortir des trucs aux 2 semaines. Et je dis, c'est la même chose pour nous, en fait. L'idée, c'est d'avoir d'avancer à des pas sûrs, certains, mais surtout à consulting. Tu sais, c'est encore plus vrai parce que les gens te payent pour ton expertise, ton expérience, ton savoir-faire. Ben, c'est encore plus important d'avancer à des pas sûrs, surtout que tu factures à l'heure. Donc, tu sais, tu veux être ouais, sûr que l'investissement mis chez toi, ben, il est toujours certain. Et puis, hmm, au niveau de l'incubateur, ben, c'est la même chose, en fait. On fait la promotion de croissance de start-up lente, organique, non financée. Et encore une fois, ça va en contre-courant, mais nous, en fait, ça paraît un peu absurde alors que c'est hyper logique. On dit on veut créer des boîtes qui sont profitables, qui vont être là pour rester. On ne veut pas créer des boîtes qui sont là juste pour lever des fonds et être vendus pour une valorisation qui est plus grande, pour faire du pognon. ouais, Donc, je suis d'accord. on est vraiment dans une démarche qui est complètement différente. Donc, valeur numéro un, nous, on les a mis en anglais. Bon, beaucoup de choses en anglais sont un peu plus sexy, donc on a décidé de le faire comme ça, mais c'est go slow, en fait. Donc, le premier, donc la lenteur. Mhm. La deuxième, en fait, c'est la fierté. C'est assez générique, mais je vais la traduire. La fierté, c'est quoi? C'est que les clients sur lesquels on travaille, il faut que ce soit des projets qu'on trouve cool, qu'on trouve intéressants. Donc, par exemple, nous, on a des industries qu'on ne touche pas. Même si on a été approché dans certaines industries, on dit, ben, ça, c'est des industries que nous, on pense qu'on ne devrait pas encourager, donc on ne les fait pas. Et on refuse des clients. On met des clients à la porte dans certaines dimensions aussi, que c'est arrivé à 3 reprises dans le cas de Spectrum. Donc, on va vraiment travailler sur quelque chose qui nous rend fiers. La fierté, c'est aussi d'être profitable, d'avoir une capacité financière qui te permet d'être indépendant et propre à tes valeurs. Un exemple que j'ai donné à plusieurs reprises dans des présentations, euh, il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans, bon, peut-être un peu avant le Covid, Netflix avait retiré un épisode d'un humoriste qui critiquait l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite était un des plus gros actionnaires de Netflix et donc Ok. c'est une pression. Et je me dis, ça c'est vraiment une illustration en fait de ce qu'il ne faut pas faire, de manque de fierté. Comment est-ce que je peux bâtir quelque chose d'assez solide pour que mes valeurs soient toujours au centre de ça? Que je me dis, si jamais je veux me tenir debout et fixé à des valeurs, comment est-ce que je peux le faire sans être à la merci que ce soit de mes créanciers, de mes Mhm. clients, de médecins? Ben, c'est de créer aussi cette forme de résilience. Donc, en Mhm. fait, entre autres, par exemple, chez Spectrum, on n'a aucun client qui représente plus que 8% de nos revenus. Et ça, Ok. c'est quelque chose qu'on monitore à chaque année pour toujours être sûr, en fait, qu'on n'a pas de vache à lait, entre guillemets. De dépendance, en fait. Exact. Et puis, en fait, encore une fois, c'est très contre-intuitif, en fait, parce que des fois, tu vas trouver un méga client, tu vas être content de sauter sur ce projet-là en disant, ah, mais je vais mettre 10 personnes, ça va être hyper payant. Mais la réalité, c'est que ce projet-là, un jour, il va finir. Et puis, c'est vrai aussi Ouais. pour les produits. Donc, on essaye d'avoir cette résilience pour avoir cette forme de fierté-là, d'avoir cette indépendance un peu là, et qui permet aussi à tout moment pour nous, de dire, OK, ben, ce client-là, ça ne marche pas, parfait. On s'arrange pour s'en séparer, on s'arrange pour le remercier. Ce projet-là, en fait, il est critique, on fait ci, ben, ça nous permet toujours d'être indépendant. Au niveau financier, c'est la même chose. Donc, Mhm. le volet fierté, c'est d'avoir des projets duquel on est fier, mais aussi Mhm. d'avoir une business qui est assez profitable et assez indépendante et en santé financière pour être capable de se dire non, merci, je ne prends pas le projet. Nous, on dit, chez Spectrum, on a une règle, c'est toujours entre 4 à 6 mois de runway. Donc, en fait, on dit toujours aux employés, on a entre 4 à 6 mois de liquidité. Donc, si on n'a pas de projet, ne vous inquiétez pas, on est 4-6 mois, tout le monde est payé. Je sais que les banquiers chez nous, ils nous trouvent un peu débiles, nos comptables nous trouvent aussi un peu débiles des fois, en disant, mais pourquoi vous laissez cet argent-là? On dit, écoute, ça, c'est un coussin qu'on n'a jamais utilisé, que j'espère qu'on n'utilisera jamais. Mais au moins, quand on veut faire des conneries, on sait qu'on a de l'électricité pour le faire. Et c'est comme Bah, ça d'ailleurs qu'on a acheté notre immeuble. bah ouais. Et c'est un concept de redondance.
qui est antifragile. C'est-à-dire que, Clairement, clairement, bah voilà, si tu as de la redondance, tu es quand même moins sujet aux crises, quoi, hein. Je veux dire, clairement. les gens qui sont rentrés dans la crise du Covid avec de la trésor, ils sont sortis quand même mieux avec que ceux qui en avaient pas ou qui avaient optimisé à mort leur stock. Tu vois, par exemple, les stocks, pour les gens qui Clairement, livrent. si tu es sur le bord, en fait, ouais, clairement. Ouais, Ah bah, si tu es en flux tendu à une crise, bah, pouf, t'es c'est ce mort. qu'on voit un petit peu au niveau des pénuries. Ouais, ouais. Non, clairement. Donc, en fait, vraiment, la dimension fierté, donc le deuxième axe. Et puis, ben, ça revient souvent dans des discussions qu'on a sur des projets de dire, ben, est-ce que ce qu'on a livré, on en est fier? Ouais, Est-ce que toi, tu en es fier en tant qu'individu? Et puis, souvent, je ne rentrerai pas dans les détails, mais des fois, il y a des heures que les membres d'équipe ils font sans même facturer le client parce qu'ils n'en sont pas fiers. Et ils disent, non, mais on ne peut pas mettre ça en ligne. Je comprends que le budget n'est plus là, je comprends que le client il a dit qu'il ne veut plus avancer, mais moi, je ne peux pas livrer ça, j'en suis pas fier. Et ça, c'est vraiment intéressant comme dynamique ouais, qu'on arrive à carrément. mettre en place. Donc, le volet fierté. Le troisième, c'est la transparence, encore assez générique, mais ce que je dis souvent, c'est pour moi la transparence, c'est pas de partager des choses nécessairement. La transparence, c'est d'avoir une symétrie entre ce qu'un employé est prêt à partager avec toi versus ce que toi, en tant qu'organisation, tu es prêt à partager avec l'employé. Je m'explique. Si on veut se mêler, si on veut offrir de la croissance individuelle, donc on veut se mêler par exemple au niveau du sport, au niveau des gens, ce qu'ils veulent faire, pour avoir une vraie transparence, il faudrait que l'employé aussi soit dans une dynamique où il partage cette réalité-là avec toi. On ne peut pas, en tant qu'entreprise, venir imposer une transparence si dans l'autre sens, elle n'est pas bidirectionnelle, si dans l'autre sens, Ouais. elle n'est pas symétrique, en fait. Hmm. Puis, donc, c'est vraiment important. Nous, dans cette symétrie-là, en fait, on se mêle de beaucoup de choses. On est au courant, par exemple, des problèmes familiaux qu'il peut y avoir dans certains de nos employés, mais en même temps, on partage aussi des réalités de Spectrum où les états financiers, par exemple, de Spectrum sont partagés à l'ensemble des employés. Les soumissions qu'on envoie à nos clients, les employés peuvent les voir. Tout le monde sait c'est quoi les budgets sur lesquels ils travaillent, c'est quoi les heures sur lesquelles ils travaillent. L'actionnariat est ouvert pour tout le monde qui veut devenir actionnaire dans Spectrum. Donc en fait, on a essayé d'ouvrir ça parce que ce qu'on s'est dit, c'est, ce que je te disais un peu plus tôt, Cédric, c'est qu'on est une secte, entre guillemets. Donc on se dit, on essaye de dire, écoute, qu'est-ce qu'on ferait dans la plus grande proximité qu'on peut avoir avec cette relation-là, c'est de tout ouvrir, mais en même temps aussi, on est très à l'écoute et on considère beaucoup une réalité qu'un individu peut avoir. Donc, ça veut dire que les enfants sont malades, fine, ne viens pas travailler, puis tu n'as même pas besoin de me le dire. Fais juste écrire à ton client, gère ton client, dis-lui que ce journée-là, tu n'es pas disponible et tu t'occupes de tes trucs. J'accepte ça parce que l'employé a été prêt à partager cette intimité-là, de la même Ouais. manière que nous, en tant qu'organisation, on était prêt à partager aussi une forme d'intimité personnelle qui existe. Donc, c'est vraiment important. Je dis, il y a des, j'ai déjà eu des discussions où les gens disent, ouais, mais est-ce que tu partages les salaires? Est-ce que tu fais ci? Je dis, en fait, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y ait une forme de symétrie. C'est juste ça. Moi, je Ouais, considère qu'une ok. vraie transparence, c'est comme dans une relation amoureuse ou amicale, hein. Tu sais, s'il y en a juste un qui parle, mais que l'autre partage jamais rien, c'est pas Hmm. une vraie relation amicale. Tu sais. Hmm. Ça veut juste dire qu'il y en a un qui parle, puis l'autre qui écoute. Donc, je pense que la symétrie, c'est ce qui définit un peu cette dimension-là de transparence. Et la raison pour laquelle je la mets au centre en termes de valeur, c'est que je considère qu'aujourd'hui, surtout dans notre, on va dire dans notre écosystème, nos employés sont tous des professionnels. Ben, les professionnels, c'est par définition, utilisent ce qu'ils ont entre les deux oreilles, ça veut dire qu'ils sont intelligents. Mais pourquoi ne pas tout partager s'ils sont intelligents? Ouais. Si je suis prêt à cacher certaines informations, c'est peut-être parce que je ne les considère pas assez intelligents, mais peut-être qu'en fait, ils ne devraient pas travailler dans la boîte, entre guillemets. Ouais, ouais, Je ouais. pousse à l'extrême, mais je me dis, on devrait être capable de tout partager, du moins quand l'ensemble de ton workforce, l'ensemble de ta équipe, c'est des professionnels. Si tu les payes pour la résolution de problèmes, j'aimerais vraiment partager tous les problèmes que j'ai pour essayer de régler tous les problèmes que je peux régler avec leur contribution. Donc, c'est vraiment important. Puis la quatrième, qui pour moi est un peu je dirais le fondamental, un peu si on veut changer le monde, entre guillemets, et on veut créer des entreprises industrielles meilleures, c'est l'empathie et l'humanité. Ok. Donc nous, c'est assez simple. Donc, l'idée derrière, c'est du moment qu'on a une décision à prendre et qu'elle a un impact sur un ou des individus, et individus, je parle employés, mais je parle aussi les clients, Ouais. on va toujours privilégier la décision vers la partie empathique et humaine plutôt que la partie business, en notant que ça ne compromette pas la survie de la business. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on prend une décision qui va vers l'empathie ou la partie humaine, mais qu'elle fait qu'on fera moins d'argent sur un projet ou qu'elle fera qu'à la fin de l'année, on fera moins de profit, on va toujours tendre vers ça. En notant que la business, elle ne soit pas en compromis. Ça se traduit Hmm. par un paquet de décisions à tous les jours. Mais par exemple, de la maladie dans une famille, chez un employé, on va privilégier par exemple que la personne elle soit off, qu'elle continue à avoir son salaire pendant qu'elle s'occupe de ce problème-là.
au lieu de dire, ah, tu prends sur tes vacances, on te met Ouais. sur le chômage ou autre chose. Puis la réalité, c'est que payer un salaire dans le vide pendant quelques mois, ben, ça change, tu sais, la business, ça fera moins de cash à la fin de l'année, mais on ne fermera pas la porte demain. Donc, encore une fois, si je reviens à la dimension de fierté, ça nous permet d'avoir cette empathie-là, ça nous permet de se connecter là-dessus. Et je pense que si on remet au centre de ce qu'on fait cette empathie et cette humanité, je pense qu'on crée des entreprises qui sont beaucoup plus indestructibles parce qu'en fait, en temps dur, les gens vont être là pour. La Mais loyauté, oui, elle est là. Donc, mais oui. Quand tu as reçu ça de ton entreprise, tu es prêt à te battre pour ton entreprise. Parce que, ça reboucle aussi avec ta valeur de go slow. C'est-à-dire, oui, là, il est en difficulté, il est malade, il va pas être productif. Donc, l'entreprise, à court terme, probablement, elle va perdre un petit peu par rapport à ce clairement. qu'elle aurait gagné. Mais tu vas la récupérer 20 Exactement. fois. Le long terme, il est toujours là. Ouais. Bien sûr, bien Mais sûr. écoute, ça revient aussi à une dimension que je reproche beaucoup et que je trouve un peu problématique en ce moment dans nos réflexions, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de business avec des réflexions très très court terme en fait. Oui. Moi, je suis un grand fan des cathédrales, entre guillemets. Je pense qu'on devrait bâtir des cathédrales et arrêter de bâtir des bâtiments et des maisons en carton qui dans 50, 100 ans, ils seront jamais là encore. Parce C'est vrai. on a maximisé les matériaux qu'on utilisait pour utiliser le minimum nécessaire, pour passer les critères de construction et tout. Mais je pense qu'en entreprise, on devrait faire ça aussi, en fait. Tu sais, moi, je suis le plus gros fan des entreprises familiales, multigénérationnelles. Je me dis, c'est des business qui ont toujours été. Si on retourne Ouais, en arrière, je me dis, c'est des entreprises qui étaient hyper intégrées et impliquées dans le tissu local. Tu sais, ils sponsorisaient les terrains de foot du coin et ouais, tout. ouais, ouais. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, c'est des entreprises, ils ont centralisé leur portfolio de communautaire et ils prennent des initiatives qui sont beaucoup plus larges. Ah ben non, on va pas mettre dans le terrain de foot. Alors qu'à l'époque, on s'impliquait dans ce tissu hyper local, hyper intégré. Et puis ces entreprises-là sont encore là. Hein. Je Ouais, ouais. dis, Bah, je sais pas si tu as lu le livre de Simon Sinek qui s'appelle The Infinite Game. ouais, non, j'ai pas lu. Non. Bon, le livre, enfin, moi, j'ai pas adoré le livre, mais le concept, il est intéressant. Il dit qu'en fait, on a trop tendance à comparer une entreprise ou la vie d'un pays ou X, Y, Z en disant on est dans un jeu, on est dans you are in the game, Ouais. c'est-à-dire avec une fin. Et, Alors que, et, et, ouais, ouais, ouais. Alors qu'en fait, non. En fait, il n'y a pas de fin. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de fin. C'est-à-dire que l'entreprise, elle soit Ben oui, toujours là, dans 100 ans, comme une cathédrale. Les mecs qui construisaient les cathédrales, à l'époque, espérance de vie, 36 ans, temps pour construire une cathédrale, 200 ans. ouais, clairement. Donc, les mecs, ils œuvraient un truc et ça allait persister après lui, On a etc., perdu etc. cette perspective de long Ouais, terme. Tu sais, moi, il y a une blague que je dis souvent. Je dis, ben, en français, c'est la même chose. Hein. On dit qu'une entreprise, c'est une entité, c'est une personne morale. Hein. Quand on crée une société, je me dis, ouais. mais ça serait vraiment le fun, ça serait vraiment cool de mettre un peu de moralité dans ce qu'on fait. Tu sais. Je veux dire, C'est faisons-en des vraies entités morales en quelque sorte. Tu sais, parce c'est qu'aujourd'hui, clair. il y a tout sauf de la moralité, je trouve, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion, beaucoup d'optimisation qu'on fait dans nos sociétés. Bah, Alors que ça devrait être le tu centre de ce vois, qu'on fait. Hein. l'exemple, moi, je trouve vraiment caractéristique, c'est Jack Welch, Ouais, c'est ouais, General Electric. Quelqu'un de remarquable, Jack clairement. Welch. Ouais. Très fort, très superbement outillé intellectuellement, etc. Et puis finalement, comme il est court terme, finalement, à l'échelle de sa carrière, il a fini en réalité par un peu cramer la boîte. Et derrière, après lui, le déluge, quoi. Ouais, ouais, ben écoute, puis c'est vrai pour plein de boîtes, hein. Franchement, Mm. moi, je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est que ceux que tu n'en entends jamais parler. Les meilleures entreprises, Ouais, c'est que ceux que tu n'en entends pas trop parler. Justement, tu es slow, tu roules, tu fais du cash, tu ouais, as une forme de dynamique. Parce que à un moment donné, en fait, il reste qu'il y a 24 heures dans une journée. Hein. Je veux dire, ouais. il y a des gens plus intelligents, plus efficaces. Tu sais, je suis d'accord. Mais à un moment donné, je veux dire, de faire que du travail, c'est malsain. De faire que pas de travail, c'est malsain. Je pense que, Ouais. tu sais, je pense que c'est en psycho, hein, il y a la notion des 4 jardins qu'on entretient. Et puis, bah, si tu te dédies plus à un jardin, bah, c'est parce que tu en ignores d'autres. Au Et je pense que détriment d'un autre. Ouais. ça, c'est vraiment important, en fait, d'avoir cette balance-là. Et puis, tu sais, on n'en a pas parlé au niveau plus purement management, mais tout ce que je dis là aussi, honnêtement, encore une fois, sans avoir l'air prétentieux, mais la team qui travaille, elle livre un travail incroyable parce qu'en fait, elle a un attachement de valeur, un Mm. attachement relationnel avec le client. Ils sont contents de faire. Les heures sont calculées, tu sais, c'est 4 jours semaine. Donc, en fait, l'équipe est toujours dans une dynamique de maximiser la valeur en 4 jours semaine. Et donc, tu sais, il y en a, des fois, on se dit, ouais, mais 4 jours semaine, pourquoi? Moi, je me dis, mais est-ce que c'est logique, est-ce que c'est réaliste de penser qu'une personne peut être efficace
pendant 8 heures par jour. La Non. réalité, c'est que non, il n'y a personne qui fait ça, mais personne. Et pourtant, Hmm. on est dans un peu l'imbécilité ou l'ironie de se dire, ah non, non, mais il faut que tu bosses 8 heures par jour. Ouais, mais il Ouais. n'est pas efficace. Je préfère qu'il En rentre fait, chez lui, qu'il bosse le lendemain. en fait, c'est la peur de perdre. Ouais, mais je le paye 8 heures, donc faut qu'il soit efficace 8 heures. Ouais, sauf qu'il n'est pas Il efficace n'est 8 pas heures. efficace, voilà. Et l'autre truc, c'est si tu as une boîte court terme, c'est-à-dire si tu as une boîte dont tout le monde sait que tu vas essayer de la vendre le plus vite possible, le plus cher possible, tu auras des employés court terme. Clairement, clairement. C'est-à-dire des mecs Bien qui dit. ils viennent ici, c'est pour prendre du pognon. Dès qu'on leur offre du pognon plus ailleurs, bah ils s'en vont. Voilà, bon, ok, pourquoi pas, mais pourquoi pas. Mais ça revient Mais à la moi, je vois symétrie, beaucoup de hein. gens. Ça revient à la symétrie, Cédric, c'est ce que je disais. Tu sais. C'est que tu peux pas t'attendre de tes clients ce que toi, tu n'es pas prêt à partager ou ce que toi, tu n'es pas prêt à faire, en fait. Donc, ça va C'est dans sûr. l'autre sens. Mais c'est beaucoup plus. Un truc en termes de perspective, est important à ne jamais oublier quand tu es une entreprise aussi ou tu es un manager. Tu sais, un employé, son salaire, c'est 100% de ses revenus ou pas loin. Pour une entreprise, un salaire, c'est clairement pas un 100% de ses dépenses. Donc, en fait, faut jamais oublier en fait qu'en termes de risque, l'employé prend toujours un plus gros risque, entre guillemets. En fait, je trouve que c'est toujours la responsabilité du manager, de l'entrepreneur, de l'entreprise, de faire les premiers pas de confiance plutôt que l'inverse. Alors, tu sais, on devrait toujours partir, puis ça, c'est un truc qui a fait partie d'une étude de RH qui a été fait chez nous. En fait, nous, on part toujours du principe que tu as le maximum de confiance le jour 1 où tu débarques au bureau. Tu es employé, en fait, tu pourras jamais avoir plus de confiance, l'entreprise ne te fera jamais plus confiance que le jour 1 où tu as mis les pieds dans le bureau. Tu peux juste la perdre, en fait. Mais Ouais. si tu la perds, c'est parce que tu as agi en conséquence. Donc, en fait, on part du principe que je te fais 1000% confiance. Si tu me dis que tu n'as pas bossé parce que tu avais ça comme problème, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de l'aide du papier du médecin, rien. Je te fais confiance. Mais Hmm. si à un moment donné, tu commences à perdre la confiance, ben, j'enlève des points. Mais typiquement, ce qu'on fait dans les entreprises aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est on part avec, ah, tu es en probation pendant 3 mois, ou je ne sais pas en France c'est combien, mais tu as une Ça période de dépend. probation. Mais attends, tu pars déjà avec un pied en arrière. C'est comme si, dans une relation amoureuse, tu dis, écoute, on va, on va commencer par habiter ensemble, voir si ça marche. Mais non, tu ne fais pas ça. Je veux dire, si on veut que ça marche, il faut que les deux personnes soient à pieds joints, il faut que les deux personnes soient en mode Ouais. confiance. Et puis, il y a beaucoup moins de risques de donner que l'entreprise donne sa confiance Que qu'un l'inverse. employé, quand on demande à un employé de donner sa confiance, Hmm. lui, il veut pas merder, c'est 100% de ses revenus. Hmm. Je veux dire, payer son loyer, son hypothèque, mettre du pain sur la table, c'est ce revenu-là il y a besoin de ce Hmm. revenu-là. Pour une Hmm. entreprise, si on fait une mauvaise embauche, ouais, c'est nul, mais tu crameras pas la boîte demain. Je veux dire, ça C'est va. Oui, tu c'est as sûr. fait une mauvaise embauche. Non. Et je suis d'accord avec toi. Et la confiance, ça vaut toujours mieux que la méfiance. Claire. En fait, statistiquement, si on est réaliste, il y a 3% de gens qui sont malhonnêtes. Allez, même 5. Tu Clairement, vas ouais. pas, Est-ce qu'on tu définit vas- les règles pour la minorité, tu vois? mais voilà, tu vas pas construire les règles de ta boîte pour trouver les 5 et emmerder les 95. 95%, clairement. Et tu perds à tous les coups, hein, Ouais, parce que au bout d'un moment, quand tu sens que la boîte elle est fondée en fonction des 5%, mais que toi tu es dans les gens honnêtes, ben, petit à petit tu dis clairement. bah, pourquoi je suis honnête Ouais. finalement. Ouais. Et on reboucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si tu crées un écosystème avec une pression sociale, t'as pas besoin de faire trop de contrôle, parce que c'est les gens entre eux finalement Bah, chacun qui est se régulent. responsable, hein, donc Et voilà, c'est ça. chacun est Ok, responsable. bon, il va falloir qu'on conclue quand même, Georges, c'était passionnant. Euh, qu'est-ce que moi j'aime bien conclure avec un takeaway final. Il y a deux mots qu'on n'a pas beaucoup utilisés. Enfin, on a parlé Ouais, je sais de quoi tu vas d'antifragilité. parler. Ouais. Alors, antifragilité, on l'a quand même abordé et sur le podcast, j'en ai déjà parlé. Et si on veut pousser encore ce concept, on pourra se revoir. Je pense que Avec euh, plaisir, avec plaisir. les gens qui écoutent depuis longtemps, j'avais fait un podcast spécifique sur l'antifragilité, etc. Mais le principe de l'antifragilité, juste pour le rappeler maintenant, c'est de dire, bah, il y a des boîtes qui sont fragiles, il y a des boîtes qui sont robustes, mais il peut y avoir des boîtes qui sont antifragiles. C'est-à-dire l'opposé de fragile, c'est pas robuste, l'opposé pardon, de fragile, c'est antifragile. Mhm. C'est quoi les définitions? Bah, fragile, dès que tu as une petite crise, ton machin s'écroule. Solide ou robuste, tu as une petite crise, la boîte, elle résiste, mais elle ne s'adapte pas. Clairement. Donc, elle, Elle ne devient pas elle, plus forte, ouais. elle devient pas plus forte. Donc, finalement, quand les crises vont augmenter, eh bien, elle deviendra fragile et elle s'écroulera aussi. Clairement. Antifragile, c'est réussir à construire une boîte qui, quand il y a des crises, quand il y a du stress qui vient sur la Très boîte, eh fort. bien, elle devient meilleure, elle s'adapte, J'aime etc., beaucoup etc. l'analogie des muscles humains. Hein. Tu sais, quand on Ouais, c'est s'entraîne, ça. on déchire des fibres, mais les muscles qui se reconstituent sont plus forts que ceux qu'on avait avant. Ouais.
Ouais, ou tu vois la peau, le bronzage. Tu te mets au Clairement. soleil direct, en plein soleil, tu Tu- vas cramer. Si tu t'y mets régulièrement, donc si tu te soumets à ce stress régulier, bah, ta peau va s'adapter, tu vas Ben, ce qui est bronzer. intéressant dans le concept de l'antifragilité que j'aime beaucoup, moi, en fait, c'est que c'est Nassim Taleb, un truc qu'il a dit qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un angle mort un peu de l'humanité parce que dans le monde organique, c'est quelque chose d'omniprésent, mais on n'a pas de terme pour. Ouais, Mais dans le monde organique, c'est quelque chose d'hyper présent, en fait. Ouais. tout à fait. Ouais, ouais. Et puis, il y a un autre concept, je trouve, qui est vachement en application dans tout ce que tu nous as décrit à propos de tes entreprises. C'est un concept qui a développé dans un livre qui s'appelle Skin in the Game, Ouais. Risquer sa peau, où en fait, tu es en contact avec la réalité en permanence et t'as pas une structure technocratique qui prend des décisions sans risquer sa vie. T'as pas de proxy. Et moi, je pense que quand on est une boîte de 20 personnes, bah, on risque sa vie tout le Ouais, t'as pas temps. de proxy, en fait, c'est ça. C'est T'as pas de proxy, c'est exact. exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas un truc, une espèce de système élaboré qui te permet de prendre des décisions sans prendre en compte la réalité. Ouais, clairement. Ouais. Alors, il y a un mot quand même qui m'intéresse. Si tu es d'accord, on peut construire là-dessus. C'est conclure là-dessus, pardon. Sauf si tu as autre chose mieux que ça. C'est la valeur holistique. Tu m'as dit, en fait, moi, je veux construire des entreprises qui ont autre chose que la valeur financière, je suppose, Mhm. puisque c'est quand même ce mode-là sur lequel on est. Et je veux construire de la valeur holistique. C'est quoi de la valeur holistique? Alors, c'est une invention de mon cru. En fait, c'est pas compliqué. C'est en fait l'idée. Je fais la petite démarche, puis j'explique un peu ce que j'entends par ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, il y a la bourse. Maintenant, prenons la bourse à New York. Euh, on a un genre de sorting, on a un tri des entreprises, on a le top 500 et tout. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on prend un truc, on prend sa performance financière. Right? Ouais. On trie ces boîtes-là sur ben, c'est quoi leur capitalisation, c'est quoi leur marge, c'est tous des indicateurs financiers qu'on prend et on trie. Puis en fait, l'exercice de pensée qui serait intéressant, ça serait de dire, OK, mettons que je me définis un autre indicateur maintenant, un indicateur justement un peu plus holistique, un indicateur qui est combiné de plusieurs paramètres. Donc, oui, je reprends la performance financière, le potentiel de croissance, etc. Mais je prends aussi, par exemple, le nombre d'heures investies par employé, les heures de vacances obtenues par les employés, le, l'état d'âme moyen des employés dans une entreprise. Je prends tous ces données-là qui sont mesurables, hein, qui sont des chiffres, et j'essaie d'en faire un nouvel indicateur. Et faisons cet exercice de pensée-là en essayant de retrier l'ensemble des entreprises en bourse. Je suis pas mal sûr, en fait, qu'on aurait un sorting des entreprises qui a absolument rien à voir. Probablement que le top 500 serait rien à voir avec les 500 qu'on a maintenant. Probablement des entreprises qu'on n'a jamais entendu parler, ou peut-être qu'on a toujours ignoré, ou peut-être. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on arrive, comment on devrait mesurer notre performance? Et puis, je pense qu'on s'en était parlé, Cédric, un peu avant. Tu sais, quand l'être humain, par définition, est un hacker. Par définition, est quelqu'un qui va. Si tu lui donnes les règles du jeu, on va essayer de contourner les règles du jeu. Ouais. C'est vrai à l'école, c'est vrai dans la vie, c'est vrai en général. Si je te donne les règles du jeu, tu vas essayer de voir comment contourner les règles. Le SEO, c'est un exemple parfait de ça. Tu as une barre de recherche. Comment est-ce que je fais pour comprendre comment Google va indexer mes pages pour que j'essaie de tricher? Donc, alors qu'en fait, si tu enlèves les règles du jeu ou que tes règles du jeu contiennent des paramètres contradictoires, donc nombre d'heures de travail versus performance financière, Mm, ah, là c'est différent, parce que là, je ne peux pas tirer sur seulement un levier, il faut que j'en tire sur mm, un autre aussi, puis l'un contrebalance l'autre. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir cette approche-là un peu plus holistique, un peu plus complète dans la mesure de ce qu'on fait, et de créer des sociétés qui, leur moyenne de combinaison de ce paramètre-là, on va dire fictif, soit le plus élevé possible. mm. Et donc, chez nous, par exemple, ce que je disais, c'est que de créer des boîtes qui ont ce lifestyle mis au centre. Donc, nous, en fait, on mesure beaucoup, par exemple, oui, la performance financière, on reste dans un monde capitaliste. Puis, si, comme on a dit, si on veut être fier, si on veut faire des gros projets impactants, percutants, ben, ça prend du cash. Donc, il faut que ta business, elle génère du cash. Par Voilà. contre, à quel prix, puis à quelle vitesse et à quel compromis. Et donc, en fait, Mm, l'idée, c'est de dire, ben, mesurons aussi le nombre de vacances que nos équipes mm. prennent, le nombre d'heures qu'ils travaillent. Moi, j'aime beaucoup faire l'exercice, quand je regarde des entreprises, le ratio nombre d'heures travaillées ou nombre d'employés versus revenus. Est-ce qu'on préfère avoir des boîtes qui a, je sais pas, on va dire 20 employés, qui fait 1 million de profits par année, ou est-ce que je préfère en avoir une qui a 60, mais qui en fait 2 millions? C'est Mm. un choix, hein. Je dis pas qu'il y en a une plus juste que l'autre. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour la plus petite, qui fait un Mm. ratio qui est beaucoup plus intéressant, mais c'est un choix. Puis je pense, on parle beaucoup de gaspillage au niveau écologique. Tu sais, on dit, ah ouais, faut être durable dans nos décisions purement de consommation.
mais je pense que, encore une fois, il y a un blind spot, il y a un angle mort qu'on ne voit pas, c'est au niveau énergie humaine, en fait. Pourquoi on ne focus pas aussi sur le non-gaspillage de l'énergie humaine? Quand on Mm. travaille 8 heures par jour parce qu'on est payé 8 heures par jour alors qu'on n'est pas efficace, pour moi, il y a du gaspillage. C'est C'est clair. des heures que l'employé pourrait passer à faire quelque chose de beaucoup plus pertinent pour lui. Peut-être Oui, que oui. ben, il pourrait aller Et, s'occuper de sa famille, il pourrait aller faire du sport, il pourrait méditer, il pourrait faire des nouveaux projets. On s'en fout de ce qu'il fait, mais ce que je veux dire, c'est que cette heure-là ou ces 2 heures-là non efficaces dans la journée, en tu termes les de, récupères. ouais, Tu les en récupères. termes de société, j'aimerais mieux qu'elle soit maximisée sur une valeur efficace plutôt que ça soit ben, je vais le faire au bureau, je reste au bureau plus longtemps parce que le patron il reste plus longtemps, puis je fais semblant de travailler alors qu'en fait, c'est des heures complètement ridiculement payées. Donc, en fait, la notion de créer une valeur holistique pour les entreprises, c'est de combiner ces dimensions-là. Et puis, je pense que ça Mm. peut être un exercice intéressant pour les managers en général, mais aussi pour les propriétaires d'entreprise, de se dire, ben, faisons l'exercice de nombre d'heures travaillées versus. Puis, j'en ai pas parlé, tu sais, j'ai parlé que les états financiers sont partagés avec les employés et tout, mais aussi à Si, ouais. chaque année, en fait, quand on partage ça, on partage aussi plein d'autres indicateurs. Justement, le nombre de vacances qui a été pris à travers l'année, c'est quoi la semaine moyenne facturée pour l'ensemble des employés, etc. Et puis, c'est vraiment intéressant parce qu'on monitore ça, et puis si je partage les chiffres, il y en a qui seraient probablement déçus de l'heure effective, de la semaine effective. Par contre, on s'en sort très bien, ça nous donne des ratios qui sont hyper intéressants, qui fait qu'on a une business en santé, mais avec un rythme qui est beaucoup, beaucoup plus soutenable et qui fait aussi que la moyenne de ce qu'on fait en termes de différents indicateurs, on est assez élevé sans être les meilleurs probablement dans aucun des chiffres. Tu sais, si on ne Mm. faisait que des vacances, ben, on ne ferait pas de cash. Si on ferait C'est que clair. du cash, ben, on n'aurait pas de vacances. Et puis en fait, c'est comment on balance un peu là-dedans. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien dans ton approche, c'est qu'elle ne nie pas du tout la réalité du monde économique et les Non, ben, critères sinon on financiers, ferait une etc. ONG. Parce qu'il faut... Non, mais je le dis parce qu'il faut faire attention à ça. Quelquefois, tu pars avec des idées, je vais créer une boîte, tout le monde sera heureux, on va tous s'embrasser, etc. Ouais, sauf que si elle fait pas de cash, ça va pas durer longtemps, quoi. Ben, Et, voilà, et tu vois, quand tu mesures, quand tu as une mesure, il faut toujours l'équilibrer avec une autre exactement. mesure, Ouais. parce que sinon tu pars dans des extrêmes et ça fonctionne pas. Ben, Donc, c'est ce qu'on ouais, vit dans la réalité aujourd'hui. Hein. On focus sur des métriques uniques, unidimensionnelles, alors que c'est je pense ça. qu'on devrait intégrer des mesures et des indicateurs multidimensionnels, ce que je regroupe de manière holistique, de dire, ben, prenons l'ensemble de ces indicateurs-là et essayons de les maximiser en même temps plutôt qu'un au détriment d'un autre, en fait. Tu vois, j'en discutais dans un podcast que j'ai enregistré hier et je parlais de... Non, ouais, enfin bref, je sais plus quand c'était. Oui, oui, c'est ça. C'est un restaurateur en fait qui m'expliquait que lui, tu vois, en France, un restaurateur, la restauration normalement, tu peux faire travailler les gens 6 jours Mhm. et repos une journée. Et aussi son restaurant, il dit si je voulais maximiser le chiffre d'affaires, il faudrait que je sois ouvert le matin et le soir. Ouais, ok. Et mes clients, ils aimeraient bien, etc. Et il dit j'ai décidé de pas faire ça du tout. J'ouvre qu'une fois par jour. La coupure, c'est 2 jours. Et notre objectif d'équipe, c'est de réussir à être fermé le week-end. Alors je lui dis, Nice. ouais, mais attends, C'est un on resto va... quand même, ouais. Ouais, ouais. Et oui, mais tu vois, c'est exactement la même réflexion que toi tu Ouais, fais en disant, ce client-là, je le veux pas. exactement, t'as raison, Lui, ouais, t'as lui, raison. Ouais. lui, alors il m'a pas dit ça parce qu'il est sympa et poli, mais en fait, il dit, moi, le client du week-end, je l'intéresse Ouais, pas. ouais, Et ouais. c'est cool. Et donc, lui, tout est basé sur son bassin d'emploi. Et Sur le tu vois, lifestyle qu'il veut avoir de sa business. Ouais, ouais, clairement. exactement. Pourquoi? Parce que dans son domaine, il y a pénurie de main-d'œuvre en France, parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie, parce que tu as Lui, une il n'a vie pas ce pourrie, problème. Ouais, ouais, etc. ouais. Et lui, il dit, les gars, on va essayer de monter un truc, enfin les gars et les filles, on va essayer de monter un truc pour que vous soyez heureux dans la boîte, que vous restiez. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne mesure pas que le chiffre d'affaires, la rentabilité, Ouais, et il le prend en compte la courbe d'apprentissage, parce que j'en ai eu un autre sur le podcast qui a dirigé un truc de restauration rapide. En fait, le mec, en 3 ans, 6 employés, il a recruté 70 personnes. 6 employés, il a recruté 70 personnes. ouais. Ça veut dire que tu imagines le temps qu'il a passé en recrutement, le temps qu'il a passé à devoir virer les mecs qui allaient pas. Enfin, tu Ah ouais, vois mais le c'est coût. du gaspillage. C'est vraiment du Ouais, ouais, gaspillage. le coût caché pour l'entreprise. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup mieux, effectivement, de dire, bah ouais, je vais être moins rentable tout de suite, etc., parce que je vais avoir moins de turnover. Quand j'ai moins de turnover, on peut apprendre des choses, on peut devenir spécifique, on peut créer une culture d'entreprise, on peut être attractif. Tu vois, le Clairement, clairement. calcul, c'est pas du tout le Mais calcul c'est aussi, tu vois, habituel. c'est une question de perspective. Hein. Tu vois que la perspective, elle Ouais, est plus long terme que
est-ce que cette Ah ouais. année, je me paye la voiture que je voulais me payer, tu vois? Ouais, c'est ça. Mais en fait, je me fais pas je pense qu'il pourra se payer la voiture qu'il veut. Ouais, Parce que finalement, il aura créé une boîte antifragile, il aura créé un actif, il aura clairement. créé. Et le jour où il vend sa boîte, il pourra dire, s'il la vend, c'est pas forcément Ouais, l'idée, mais eh ben, il pourra dire, OK, je suis moins rentable que machin, mais moi, mes résultats, ils sont stables. Ça fait 5 ans ouais, que c'est je suis ça prévisible, avec le ouais. même personne. C'est une vitesse de Et il pourrait, croisière qui est maintenable aussi, ouais. et il pourra dire la loi de Lindy, si j'ai été capable pendant 5 ans de générer des résultats machin bidule, ça veut dire que probablement dans Clairement, 5 ans, la boîte, elle existe encore. elle est encore. Alors que la boîte que tu vas racheter, le mec, ça fait juste 1 an qu'il crache et tout parce qu'il a épuisé ses équipes Ouais, parce c'est que qu'il c'est a. pas soutenable, c'est pas durable, ouais, ouais, clair. Et voilà, t'es en train d'acheter une mauvaise boîte en fait. Clairement, Tu vois. clairement, à fond, ouais. Ah, hyper intéressant. Bon, ça m'a fait super plaisir. Moi aussi, moi Euh, aussi. Tu n'as pas failli à ta réputation. Euh, Ah, j'en avais une, c'est ça que tu dis. hein. C'est ça. Mais voilà, ça m'a fait très plaisir de te recevoir, Georges. Merci pour ton temps. Merci encore, Euh, Cédric. euh, vous savez que si vous voulez continuer la conversation, pour chaque podcast, il y a un post sur le forum. Si vous voulez continuer à discuter, n'hésitez pas. Si vous posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre ou que vous avez envie de poster à Georges, eh ben, je tenterai de lui envoyer un mail, puis on verra s'il répond. Et puis, si vous voulez, Georges peut revenir. Hein, tu serais OK pour revenir Clairement, si avec jamais un la. grand plaisir. Écoute, je pense qu'il y a à peu près encore 20 sujets pour à peu près 20 prochains podcasts à rediscuter. Avec plaisir. Écoute, On va créer un podcast spécial. rien que ça, ouais. Clairement, un vrai plaisir, Ok. Cédric. Merci beaucoup, hein. Je te remercie. À bientôt. Allez, ciao, hein. Ciao, salut. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux continuer la discussion, eh bien rendez-vous sur le forum. Tu te rends sur outildumanager.com et tu cliques sur forum. Si tu veux rejoindre la communauté outils du manager, si tu veux recevoir mes mails privés chaque jour et si tu veux que je réponde à tes mails, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est te rendre sur le site outildumanager.com et t'inscrire à ma liste d'emails privés. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt.